Au nom du directeur de l'IAE Lyon, Jérôme Rive, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être venu participer à cet événement carrière, organisé en amont du forum Carrière du management, donc qui, je vous le rappelle, vous laisse l'opportunité de rencontrer des entreprises qui recrutent des stagiaires et des diplômés à partir du jeudi 29 novembre à 10 h au Salon des Symboles. Voilà. Alors, je remercie tout particulièrement les diplômés qui ont accepté de partager de leur temps avec vous, vous expliquer ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont diplômés de l'IAE, quel est leur parcours, quelle est leur expérience. Donc, ils sont tous diplômés du master management des administrations et des entreprises de l'IAE et ont tous soit une expertise très pointue, soit une formation double compétence. Voilà. Je remercie aussi le service emploi carrière qui vous aide à accélérer et faciliter vos démarches d'insertion professionnelle au quotidien, et elles œuvrent avec professionnalisme et optimisme. Voilà, et puis je vais vous laisser la parole, messieurs, dames. Flora, si vous voulez bien nous expliquer qui vous êtes. Donc moi, j'ai quitté l'université il y a 1 an. Donc j'ai fait l'IAE Lyon 3, licence AES. Ensuite, j'ai fait un master management opérationnel, donc en alternance, où là, j'ai fait un stage en système d'information, donc plus orienté BI, Business Intelligence. Donc c'est vraiment de l'informatique décisionnelle. Ensuite, j'ai fait donc 1 année de master système d'information avancé, donc pour me spécialiser en système d'information. Donc j'ai double compétence. Et donc j'ai fait mon stage de fin d'année d'études au sein du cabinet CGECO Consulting, et donc ensuite j'ai été embauchée. Donc j'interviens en tant que consultante. Donc j'interviens sur plusieurs missions, dont une qui est un projet de système d'information orienté ressources humaines. Donc on appelle ça SIRH, et j'interviens en tant que PMO. Donc c'est Project Manager Officer. Et donc je m'occupe de tout ce qui est planning, co-animation des réunions. Donc je fais l'interface également avec l'éditeur donc qui développe l'outil de ressources humaines. Après, donc j'effectue également des audits informatiques. Donc j'interviens, c'est des missions très très courtes, d'une journée chez un client. Donc divers, ça peut être dans le secteur public ou des petites PME. Et on fait donc une revue des contrôles de l'année précédente, et on vérifie donc les actions qu'ils ont mises en œuvre pour améliorer leur sécurité informatique, et également d'autres actions de la fonction informatique. Donc on regarde si l'entreprise a bien mis en œuvre donc une fonction informatique cohérente avec sa stratégie, ou également par rapport à ses besoins de développement ou autres. Donc c'est vraiment des missions très variées. Donc j'interviens, c'est vraiment varié. Je fais également des fois du contrôle interne. J'interviens donc avec d'autres managers d'autres offres sur des missions donc de contrôle interne, ou également de ressources humaines, de recrutement ou de recrutement, et également de supply chain. Voilà. Donc quoi d'autre ? Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est déjà bien pour un premier tour, je vous remercie beaucoup. David Barthes, vous êtes, alors diplômé d'un DEA en droit public, et vous êtes diplômé également d'un master en management et administration des entreprises à l'IAE, que vous avez fait dans le cadre de la formation continue. Voilà, alors moi, donc David Barthes, donc effectivement, moi j'ai en formation initiale un DEA de droit public, qui date maintenant, parce que il date de 1995 et je l'avais suivi ici. J'avais fait du droit, parce que c'était une question que vous m'aviez posée tout à l'heure, par choix personnel, enfin par choix parce que le secteur du droit m'intéressait, mais je ne suis pas issu d'une famille de juristes, donc c'était un choix, et le choix initial était effectivement de partir sur du droit public pour travailler dans le secteur privé. Voilà, ça a été peut-être un peu paradoxal, mais contrairement à la plupart de mes camarades de promo, qui eux voulaient après passer les concours administratifs, moi l'objectif initial c'était de faire un DEA de droit public pour être plutôt côté privé à l'interface du secteur public.
Donc suite à ça, j'ai déroulé un parcours professionnel dans plusieurs structures. J'ai commencé en cabinet d'avocat comme juriste. Et là, j'ai eu à l'époque un gros coup de mou parce que je me suis dit, mais si tous les jours je dois venir au bureau, m'enfermer 10 heures dans un bureau pour rentrer chez moi, j'ai dit, c'est pas fait pour moi. Et j'ai quitté un CDI pour prendre un CDD, donc je pense que, enfin, on y reviendra tout à l'heure, mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à prendre des risques dans sa vie professionnelle. Et donc j'ai quitté un CDI à Lyon pour un CDD de 9 mois à Paris à l'Association des maires de France. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, enfin, pour entrer dans une association d'élus locaux. Et donc j'ai fait 4 ans de lobbying institutionnel à Paris. Et puis après, je suis revenu dans un cabinet de consultants, on pourra revenir dans le détail, alors sur tout ce qui était aménagement numérique des territoires. Donc là, je commençais à avoir, enfin, je dirais, à être en cohérence avec mon projet professionnel initial. Et suite à quoi, j'ai rejoint le réseau consulaire en 2005, donc à la CCI de Saône-et-Loire, avant de prendre la direction générale d'une structure de formation, d'études et de formation sur le commerce à Paris, qui est sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, alors ce qui est marrant, enfin, Michel Wissler, qui était à l'époque qui s'occupait du MAE, nous l'avait dit. Il avait dit, en général, la formation continue, c'est un moment où on se pose plein de questions. Alors, est-ce que c'est la crise de la quarantaine? Moi, je vais avoir 40 ans cette année, mais voilà, bon, on a été une promo assez sympa, mais il y a quand même eu 4 divorces dans la promo, donc c'était quand même assez... enfin, il y a des gens qui sont vraiment remis en cause dans la formation continue. Et donc moi, j'avais fait le MAE tout simplement parce que la fac de droit ne m'avait pas appris à compter. J'avais appris plein de choses à la fac de droit. J'avais appris peut-être une certaine rigueur, alors peut-être trop de rigueur sur un certain nombre de choses, la compréhension d'un certain nombre de mécanismes, un système d'alerte sur les sujets quand on est en activité. Par contre, j'avais pas du tout appris à compter. Enfin, j'avais quelques heures de cours de gestion en deuxième année. À l'époque, c'était à la doigt. Et je dois bien confesser que j'étais plutôt en train de jouer à la coinche pendant les heures de gestion et de compta plutôt que d'être dans l'amphi. Donc c'est pour ça que je suis arrivé dans le MAE à l'époque. J'étais le seul de la promo venant du secteur public parapublic. Tous les gens qui étaient avec moi venaient du secteur pharmaceutique, de l'industrie. Enfin, voilà, donc j'étais... Et en 2009, donc j'ai pris un poste de directeur général à Paris, que j'ai quitté au mois de septembre, parce que je suis en train de finaliser la création d'un cabinet de consultants avec 3 autres associés, où nous allons travailler, enfin je reviendrai peut-être dans le détail au travers de vos questions, sur tout ce qui est numérique et monde du retail, monde du commerce. Donc on va travailler aussi bien pour des groupes de distribution que des chambres consulaires, voire des collectivités locales, soit en conseil stratégique, soit en lobbying. Alors le lobbying, je sais que c'est un mot qui peut... c'est quoi le lobbying? Bon, je pourrais y revenir plus en détail, mais voilà, il m'a peut-être fallu du temps, mais je crois qu'il faut se laisser le temps dans sa vie professionnelle de construire son projet, et puis au final d'arriver... j'ai gardé le même cap, qui était le développement économique local, et je termine, vous voyez, comme quoi il ne faut jamais s'arrêter de se former. Suite au MAE, j'ai intégré l'Institut des hautes études d'aménagement des territoires en Europe, l'IEDAT, qui est un institut de hautes études à Paris, copiloté par Sciences Po Paris, la Datar et l'École des Ponts. Et donc je termine là, le cycle, je suis auditeur cette année, je termine cette année ce cycle-là. Voilà. Enfin, je pourrais revenir plus en détail après sur mon parcours. Bien. Merci beaucoup. Sébastien, vous avez un DESS en management des industries pharmaceutiques et un Master 2 en management des achats industriels et tertiaires. C'est ça. J'ai un cursus en fait au départ purement management, parce que j'ai fait l'IAE de Lyon en IUP sciences de gestion, avec une spécialisation en achat industriel et gestion des flux en maîtrise. Et arrivé en 2004 pour choisir une dernière année, on était en pleine réforme de la sécurité sociale, j'avais un peu de famille qui travaillait un peu sur le milieu. J'ai pris le pari de faire un profil un peu différent en étant un acheteur pour répondre aux besoins des industries pharmaceutiques qui allaient subir une pression sur leurs coûts de par la sécurité sociale et la mise en concurrence avec les génériques, et un vernis, une culture qui me permette de comprendre le monde médical et pharmaceutique, pour être un acheteur qui comprenne bien les besoins de ses clients internes, de ses employeurs, pour ne pas être juste un pharmacien qui compte la quantité de médicaments ou d'excipients ou quoi qu'est-ce pour passer une commande au marché fournisseur, mais qui accompagne le marché
pour en faire un partenaire dans le développement et l'optimisation des coûts des industries pharmaceutiques ou des hôpitaux. Ça m'a permis notamment de travailler aux Hospices civils de Lyon comme acheteur public et de faire rentrer des visions différentes sur l'approche des achats, de par ma sensibilité gestionnaire, et de communiquer avec des corporations comme les pharmaciens par exemple, qui avaient une façon de voir les choses très différentes de la mienne, et les juristes également des Hospices civils de Lyon, qui voyaient par exemple le Code des marchés publics plutôt comme un mode d'emploi pour être conforme à la loi, et je leur ai apporté une vision qui leur a permis de la concevoir comme un cadre à l'intérieur duquel on fait ce qu'on veut tant qu'on ne sort pas du cadre. Donc d'être beaucoup plus ingénieux sur les méthodes d'approche des marchés et des fournisseurs et de la conception et de l'expression de son besoin. Le marché de l'industrie pharmaceutique locale lyonnaise s'étant un petit peu écroulé en 2004, j'ai dû trouver des ressources pour rebondir. Le marché de l'emploi m'enfermant toujours dans la pharmacie, puisque j'avais ce vernis-là, j'ai réouvert le champ en faisant le master achat de Lyon, qui m'a permis ensuite de repartir, de rebondir vers d'autres secteurs, comme les systèmes de froid, comme l'industrie haute tension, l'industrie automobile où je travaille aujourd'hui, en acquérant, en approfondissant ce que je pouvais connaître déjà des achats, et en approfondissant mon expertise. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de choses différentes en matière de secteur d'activité. Aujourd'hui, je suis dans l'industrie automobile en tant que consultant. Et comme on y reviendra peut-être plus tard, mais on sait par quelle porte on rentre dans le marché du travail, on ne sait pas par quelle porte on va en sortir. C'est l'intérêt de la formation continue, c'est l'intérêt de multiplier les profils. Aujourd'hui, je commence à me poser des questions sur notamment l'optimisation des processus de gestion en matière de risques psychosociaux et de chiffrage des coûts du stress au travail. C'est quelque part un résultat de l'alchimie, de la sensibilité achat et des notions médicales que j'ai acquis dans le Master Pharma de Lyon, qui me permettent de me poser des questions que d'autres ne se sont peut-être pas posées avant moi, en tout cas dans l'approche. On ne défera pas plus tard sur les détails. Merci beaucoup. Philippe Ferrer, vous êtes directeur des systèmes d'information et diplômé également en formation continue chez nous. Oui, alors je témoigne à plusieurs titres en fait. Pour moi, c'est une façon de renvoyer un petit peu l'ascenseur à l'IAE qui m'a permis en fait de faire une VAE. Donc, ça montre que ce système est viable et intéressant. Donc, le master MS2I, pour moi, en fait, arrive au bout d'un parcours que j'ai pu valider parce que le contenu de la formation en fait couvrait parfaitement mon domaine d'activité. Donc en fait, moi je suis un vieil informaticien, en fait, je suis un étudiant de 50 ans, ce qui sera peut-être de plus en plus courant, puisque aujourd'hui l'âge de la retraite recule, donc vous croiserez peut-être de plus en plus des étudiants qui ont mon âge et plus. La petite histoire, c'est quand je suis venu pour la cérémonie des diplômes, j'avais ma fille qui m'accompagnait, et la personne à la porte s'est retournée vers ma fille en lui disant « Mais vous êtes dans quelle section ?» Elle dit « Ben non, c'est moi. » Et donc en fait, pour moi, ça a été en 2011 une façon de valider complètement mon expérience de DSI sur une douzaine d'années dans une PME, où finalement j'ai bâti tout le système d'information en partant de rien, donc en montant un centre de service sur la région lyonnaise qui travaille sur la Bulgarie, la Tunisie, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Voilà, donc c'était un parcours intéressant de ce point de vue-là. Ça arrivait pour moi au bout d'une expérience, j'ai une grosse expérience projet. Donc la première fois où j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de l'informatique, donc c'était en 1978. Les PC n'existaient pas. Internet est arrivé bien après. La formation continue et l'IAE, c'est une façon aussi de continuer à évoluer. Et je dirais aujourd'hui, j'avais dans l'idée de me retourner vers l'IAE pour la partie International MBA. Et je dirais après, il y a un historique qui fait que mon entreprise a plus, je vais prononcer un mot que je ne devrais pas prononcer ici, l'entreprise a plus d'acquaintance et d'historique avec le M Lyon.
Donc aujourd'hui, en fait, je continue un parcours par un MBA sur le MIO. Et donc pour moi, c'est une façon, enfin ça, je rebondis aussi un petit peu sur ce que j'ai déjà entendu, c'est de continuer à évoluer. À un moment ou un autre, alors je parle en tant que DSI, mais c'est peut-être vrai pour un directeur administratif, c'est peut-être vrai pour une fonction commerciale, on se retrouve face finalement à la stratégie de l'entreprise, donc c'est très métier. Et là, on a besoin d'outils aussi pour pouvoir discuter et savoir un peu mieux de quoi on parle. Donc c'est l'objet de ma démarche. Et je rebondis aussi sur un autre point. En fait, la formation, donc c'est très axé sur la stratégie, la création de valeur. Et il y a aussi un point qui me paraît important, enfin moi qui me tient à cœur, c'est le côté un peu éthique. Bon, et c'est ce qu'on retrouve, j'ai entendu risques psychosociaux. Aujourd'hui, en fait, le monde de la formation travaille et réfléchit beaucoup sur ces points-là. Et donc, pour moi, me remettre aussi en question à travers une formation, ça fait aussi partie cet aspect-là en fait beaucoup partie. Merci beaucoup pour cette première présentation. Christopher Ambrose, donc Christopher, vous êtes diplômé, vous, du programme en anglais du MAE, c'est le GMP, General Management Program. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc, j'ai fait mon master en 2009-2010, suite à mon master en management et administration des entreprises en anglais. Donc, à la base, je suis ingénieur aussi, et également j'ai un master 2 en philosophie. Et que, en philosophe, ingénieur et plus commerçant, et c'est un peu bizarre, mais quand même, c'est bien vu, hein, bien reçu dans l'entreprise. Hein. Donc, après, il faut savoir comment se vendre. Hein. Donc, il faut savoir faire de la commerce si vous décrochez un poste. C'est plus important. Et aussi, ça joue beaucoup notre premier stage. Hein. Surtout pour la carrière, ne vous précipitez pas pour prendre un stage. Peut-être c'est éprouvant, peut-être c'est très difficile à trouver un stage comme on veut, mais la patience nous toujours apporte des fruits. Donc, lorsqu'on dit j'ai fait mon premier stage est là, et c'est ça mes compétences, à partir desquelles on construit notre carrière. Donc très souvent, à mon promo, on était 9 ou 10, hein. Donc on n'est que 3 ou 4 à avoir le diplôme, je crois, hein. 5. Tous les restes sont abandonnés parce qu'on est tous des carrières ingénieurs ou philosophes. Bon, un seul philosophe, ingénieur. Et il y a quelqu'un aussi d'autre, un autre qui a des carrières, il a fait un master en littéraire, je crois. Donc on a tous eu des postes tout de suite après. Pour dire, le fait qu'on est déjà ingénieur et le fait d'avoir complété notre parcours d'ingénieur avec un diplôme de management, c'est bien vite reçu. Donc, ce qui est plus important, très souvent, dans une entreprise, lorsqu'on passe, il dit non, on n'a pas besoin de recruter un ingénieur au départ, un manager. Parce que très souvent, ce sont des carrières qui s'évoluent dans le temps. Mais il faut savoir vendre. Très bien, je ne vais pas être manager, mais par contre, j'aimerais bien un peu insérer en tant qu'adjoint, comme vous voulez. Il faut savoir se vendre. C'est ça ce qui est. Ma carrière, ça a commencé comme ça. Hein? Par hasard, j'ai rencontré quelqu'un dans le tram à Lyon, hein, mais maintenant je ne suis plus à Lyon, et que j'ai dit, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Tout simplement, c'était spontané. Hein. Elle dit, je suis chef de projet chez Atos. Ah bon, ça m'intéresse. Moi, je suis étudiant en Master 2 et je cherche un poste en tant qu'adjoint chef de projet. Tout simplement ça. Et que le mec me dit, on ne se connaît pas. Ouais, très bien, on va se connaître, c'est pas grave. Pouvez-vous me laisser votre email, comme ça je vais vous envoyer mon CV, etc. Donc comme ça, il m'a donné l'email et que je lui ai envoyé le CV, mais il n'y a pas de réponse depuis 3 mois. Donc, et que j'ai relancé, n'hésitez pas, hein, c'est éprouvant. J'espère que vous avez bien reçu, mais peut-être c'est possible que vous ne l'avez pas reçu.
mais je me permets de renvoyer une fois de nouveau. Donc, il faut être un peu diplomate et un peu délicat. Et donc, il dit, lui, il ne lâche pas le morceau. Hein. Donc, finalement, il m'a invité pour un dîner, pour parler. Et c'est ainsi que j'ai pu parler avec lui et il a fait confiance. Il a tout de suite vu avec ses chefs, etc. Parce qu'il faut que le poste soit validé par 3 personnes. Hein. Le chef régional, ensuite celle de Paris, etc. Et finalement, j'ai pu avoir ce stage en tant qu'adjoint chef de projet chez Atos pour Renault. Et j'ai mené à gérer tous les projets de système d'information de Renault pour la région Rhône-Alpes. Donc on avait, parce que le projet Renault, donc 80% de projets Renault de système d'information étaient gérés chez Atos et sous-traités chez Atos. Donc c'est eux qui ont le contrat. Et qu'une partie qui est sous-traitée région Rhône-Alpes et une partie Bordeaux, une partie Toulouse, une grosse partie à Paris. Donc j'ai intervenu, j'ai coordonné le projet pour la région Rhône-Alpes en intégralité, donc surtout les projets en offshore. Donc j'ai coordonné 7 chefs de projet en tant que stagiaire. Hein. Et que Paris ne savait pas que j'étais stagiaire, les directions ne savaient pas. À la fin du stage, j'ai dit, bon, je vous dis au revoir et merci pour tout. Il dit, c'est quoi ça? Mais on ne savait pas que tu étais stagiaire. Parce que Lyon, à un moment donné, ils n'ont rien dit Lyon, finalement, parce que j'étais mené à côtoyer toutes les directions, directeur de projet, chef de projet, donc comme si rien n'était. Donc mon chef de projet qui m'a permis d'entrer, lui, il est parti en Inde, donc il a eu la mutation parce qu'en mission. Donc du coup, je l'ai remplacé au bout de 3 mois, 2 mois et demi, en tant que stagiaire. Et ensuite, il m'a dit, avant de partir, tu sais que quand je reviens, je ne te reconnaîtrai pas. Il me dit comme ça, mais je ne sais pas qu'est-ce qui lui permet de dire ça. Parce que dans le sens que le fait que j'ai fait, hein, quand on est dans son entreprise, il faut savoir se donner hein, à fond. C'est vrai que ce n'est pas notre entreprise, on est sûr. De toute façon, un jour ou l'autre, c'est le tableau Excel qui va prendre la décision. Hein. Ou aussi soit-elle notre compétence. Il faut ça. C'est pour ça qu'il faut être vrai. Autant possible. Il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, on parle de chômage, etc., etc. Ce n'est pas le milieu d'ingénieurs qui chôment, hein, plus souvent. Donc, on est tous rapidement, je reviendrai sur le propos. Et qu'il faut être vrai. Et après le stage, tout le monde dit, OK, on va vous embaucher. Tous les chefs sont d'accord. Et que ça traîne, ça traîne, ça traîne. Il n'y a personne qui voulait valider à Lyon, parce qu'il ne voulait pas donner le budget à Lyon. Donc, au bout de 5 mois, donc après il m'a invité pour un repas en Noël après 4 mois de stage, j'ai dit non, je suis en déplacement parce que bon, etc., etc. Donc je ne suis pas allé. En mars, après 6 mois de stage, j'ai reçu un mail en disant le directeur de programme veut quelqu'un à Paris et le profil comme le tien. Donc j'ai reçu la directrice de projet de Lyon. Donc merci. Toujours garder le contact, même si tout passe mal. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ, il faut être diplomate. Même si tout passe catastrophique dans le projet, n'hésitez pas à garder le contact. Ça joue beaucoup, beaucoup. Si aujourd'hui j'ai pu cramper rapidement comme ça, c'est une des raisons. Et que je reçois, ouais, c'est bien, mais à Paris, ok. On y go, quoi. Je n'ai pas le choix. Hein. J'ai ramé hein, pour décrocher un poste. Et qu'après, entre-temps, j'ai eu un autre entretien. Donc, du coup, cela me permet de dire, ah, écoute, mais j'ai passé l'entretien hier. Donc, Atos a dépêché. En disant, non, 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 viens chez nous. Mais tu sais, tu vas décrocher tout de suite le contrat, tout de suite le CDI, etc. Bon, très bien, j'ai monté à Paris. Et comme ça que j'ai signé le contrat chez Atos. Donc, du coup, je n'étais plus responsable pour la région Rhône-Alpes. Il voulait que je coordonne tous les centres de services en France. Rhône-Alpes, Paris, Bordeaux et Toulouse. Donc c'était 4 centres de services. Déjà, ça veut dire que quelque part, le fait que je me donnais à fond au travail en tant que stagiaire, ils ont pu reconnaître mes capacités, etc. Donc ça se voit. Lorsqu'on a des principes, ça se voit très vite
dans l'entreprise. C'est très important. L'éthique et le principe. Parfois, c'est agaçant. Mais ce n'est pas grave. Il faut être soi-même. Ça, c'est ce qui est plus important. Et qui leur permet rapidement de voir et de proposer un poste, alors que je remplace quelqu'un qui est à 20 ans sur le poste. Donc, au départ, il voulait me mettre en tant qu'adjoint. Après, je le remplace. Donc, ce n'est pas gentil pour lui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est contre-cœur, je vous dis. Parce que j'arrive, alors qu'il a fait 20 ans de carrière dans sa boîte, alors que j'arrive en jeune, après le diplôme, et que je le remplace. C'est vrai que c'est, encore une fois de nouveau, il faut être hyper diplomate là-dessus. C'est peut-être, excusez-moi Christopher, c'est peut-être des points qu'on abordera, notamment quand on traitera du savoir-être en entreprise. Ce que je vous propose peut-être, c'est de nous expliquer très brièvement ce que vous faites aujourd'hui chez Safran, et puis nous laisserons la parole à nos autres témoins pour qu'ils puissent se présenter aussi, si vous le permettez. Donc, aujourd'hui, vite, j'ai changé l'entreprise et ensuite je suis chez Morpho maintenant. J'ai changé 3 entreprises entre-temps. Donc, c'est la raison, je reviendrai plus tard. Pourquoi? Donc, pour expliquer ça. Donc, chez Morpho, aujourd'hui, je suis dans le domaine de biométrique. Donc, on a défense et sécurité. Donc, ce n'est plus le système d'information, mais c'est plutôt orienté dans le domaine radar, contrôle d'accès, aéroport et d'empreintes digitales, etc. Donc, dans le domaine de biométrique, j'interviens sur la ligne de produits de biométrique en tant que coordinateur de projet et de chef de projet. Donc, on a 7 chefs de projet et le directeur de ligne pour produits. Donc, je suis directement rattaché avec le directeur de ligne de produits. Donc, on a des projets un peu partout, les demandes surtout de pays émergents et aussi également en Europe, bien sûr, bien entendu. Donc aujourd'hui, voilà, je gère tous les projets, planning et aussi des gestions de budget plutôt, donc en 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Très bien, je merci reviendrai beaucoup. sur d'autres questions plus tard. Merci beaucoup Christopher. Mathieu Mouton, donc vous êtes vous diplômé du master management et administration des entreprises avec une spécialité prestigieuse du management international de l'hôtellerie et de la restauration, qui est un diplôme que l'on délivre en partenariat avec l'Institut Paul Bocuse. C'est ça. Bon, je vais essayer de faire aussi bien que Christopher. Donc effectivement, mon master, je l'ai obtenu en 2008, donc master management international de l'hôtellerie et de la restauration, en partenariat avec l'Institut Paul Bocuse, donc double compétence, avec une spécialisation en management des opérations, management financier et contrôle de gestion stratégique appliqué au secteur de l'industrie hôtelière. Donc c'est une formation bilingue, 85 à 90% des cours sont dispensés en anglais, sur 2 ans, qui intègre 10 mois de mission managériale en entreprise. Donc c'est vrai que mon approche, elle est peut-être un peu plus opérationnelle par rapport à mes autres collègues qui sont plus issus d'un master proprement dit à l'IAE, puisque moi mes cours ont toujours été dispensés au sein de l'Institut Paul Bocuse à Écully. Donc on venait juste passer nos partiels à l'IAE 2 fois par an. Voilà. Alors je crois qu'à l'heure actuelle, c'est le seul master en France qui bénéficie de l'appellation spécialisation internationale en management de l'hôtellerie et de la restauration. Depuis 2009, nous sommes premiers au classement de la SMBG. Donc c'est un master qui est reconnu maintenant en France après uniquement 5 ans de démarrage, c'est ça? C'est ça, donc assez court. Donc c'est un programme qui destine à former les cadres de haut niveau, évolutifs donc dans leur carrière au sein des structures de l'hôtellerie et de la restauration. Donc on a des cadres dirigeants, directeurs des ressources humaines, directeur marketing, directeur général. Donc voilà. Moi, mon parcours est un peu différent puisque à la suite de mon M1, j'ai décidé de me spécialiser pour mon mémoire de fin d'études dans le contrôle de gestion para-hôtelier. Donc j'ai pu obtenir, grâce à l'aide de la Haute Autorité de Santé, donc la HAS, toute la mise en place d'un cahier des charges et du contrôle de gestion d'un groupe hospitalier. Donc j'ai pu travailler sous couvert
la Haute Autorité de Santé sur toute la mise aux normes de ce cahier des charges, afin de pouvoir effectuer en 2012 le remboursement des hôpitaux par la sécurité sociale. Donc c'était un peu autre chose. Donc j'ai fait mes 2 missions managériales au sein d'un groupe hospitalier. Ensuite, j'ai créé ma propre entreprise. Donc j'ai créé mon propre concept en restauration rapide qui avait une vocation éphémère, que j'ai revendu il y a maintenant 4 mois, après avoir développé un contrat de franchise. Et je suis à l'heure actuelle responsable pédagogique à l'Institut Paul Bocuse. Et je m'occupe de tout entre autres, du développement des pédagogiques et académiques de l'Institut et de son exportation à l'international, étant donné que l'Institut bénéficie de plusieurs partenaires aux 4 coins du monde. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Fatma Chamek, vous nous avez rejoint et je vous en remercie. Donc, vous êtes Désolée diplômée... tout le monde pour le retard. C'est pas grave. Vous êtes diplômée du master système d'information avancée Ouais, et vous êtes doctorante à l'IAE Lyon, école doctorale Magellan. Oui. Moi, le parcours, c'est un peu différent par rapport aux collègues. Donc, moi, je fais de la recherche. Je suis diplômée de M2 recherche système d'information avancée. Et je suis doctorante au centre de recherche Magellan. Donc mon parcours antérieur, j'ai une maîtrise en informatique appliquée à la gestion à l'école supérieure de commerce à Tunis, et j'ai fait mon stage de maîtrise au laboratoire ICAR. C'était dans le cadre d'un projet, donc j'ai passé 3 mois sur Lyon. Et là, ça a commencé, c'est la première fois où je fais un stage qui est purement recherche, parce qu'avant, c'était des stages en entreprise. Mais bon, derrière, j'ai pas sur le coup continué. J'ai travaillé en tant que développeur. Et après, j'ai repris les études en Master 2, gestion de l'information scientifique et technique à Lyon 1. Et quand j'ai fait mon stage pour valider le Master, c'était un peu dans l'entreprise. L'entreprise, elle commence à créer un département recherche et développement. Elle voulait travailler sur les recherches d'informations en utilisant donc l'ontologie, ou ce que je fais, c'est mes thèmes de recherche maintenant. Et là, j'ai décidé de faire vraiment un master spécialisé en recherche. Et après, donc là, la recherche, c'est un peu différent par rapport, c'est pas des missions ponctuelles, donc avoir un sujet, essayer d'avoir des idées innovatrices, travailler là-dessus, voir les gens ce qu'ils font, se positionner par rapport à ça. Donc après, la recherche, c'est plus maintenant des thèses qui sont dans les bibliothèques et les placards, entre guillemets, des centres de recherche. La plupart des entreprises, ils créent des départements de recherche et développement qui peuvent appliquer les travaux de recherche par rapport aux besoins et surtout en système d'information, ça se développe de plus en plus. Donc, c'est une autre façon de travailler, mais qui n'est pas très très loin du monde de l'entreprise. Donc, à un certain moment, ça peut se rejoindre. Et après, ça dépend des parcours de chacun. Il y en a qui veulent faire de la recherche industrielle dans les cadres d'entreprise. D'autres, c'est plus le parcours classique, enseignant-chercheur. Et donc, chacun, après, les motivations de chacun d'entre vous. Très bien, on y reviendra aussi sur ces motivations qui sont si importantes dans la définition du projet professionnel. Ouais. Merci à tous. Ouais. Alors, peut-être avez-vous déjà des premières questions à poser à nos invités? Alors, j'en ai une à vous poser, Flora, si vous le permettez. Une question très simple et très, très concrète. Vous avez transformé l'essai, donc, si j'ose dire, à l'issue de votre stage, puisqu'on vous a proposé de vous intégrer de façon définitive. Est-ce que vous auriez un ou plusieurs conseils à fournir à nos auditeurs et à nos étudiants, notamment, pour qu'ils réussissent la même transformation? Donc, d'être embauché... Donc déjà, moi, c'est vrai que j'avais choisi un stage, donc j'étais acceptée à plusieurs endroits,
Mais c'est vrai que donc une des conditions pour choisir ce stage, c'est que j'avais demandé si derrière il y avait une perspective d'embauche. Parce que c'est vraiment important après le stage de savoir où on va et d'être en poste suite au stage. Ensuite, donc moi, c'est vrai que j'ai été embauchée du fait déjà d'avoir une mission longue durée, puisque ça fait 2 ans, plus de 2 ans maintenant, 1 an et demi, que je travaille donc pour le même client. Donc je suis à 3 jours par semaine chez lui. Donc c'était déjà pour ça que j'ai continué également dans la même entreprise. Également donc le fait d'être très impliqué et d'être vraiment intégré au sein de l'entreprise, puisqu'il y a une vie dans l'entreprise qui est très, très importante, d'intégrer vraiment la culture de l'entreprise et ses valeurs. Donc c'est vraiment pour ça que je suis restée, puisqu'il y a une très bonne ambiance et une très bonne équipe. On s'entend tous bien donc, avec les managers et avec les collègues. C'est très bien. Je suis très contente de continuer. Tant mieux, merci. Pour rester sur cette notion de savoir-être et de capacité à transformer un essai à l'issue d'un stage, je voudrais recueillir vos avis, puisque c'est une des questions que se pose notre comité de direction actuellement, sur l'introduction des humanités dans nos cursus de formation. Alors, Christopher, vous êtes diplômé d'un master en philosophie, donc cette question, bien que s'adressant à tous, s'adresse en premier lieu à vous. Que pensez-vous de cet aspect? C'est hyper important, un aspect humain et éthique, hein, ce qui se pose aujourd'hui, parce qu'on est tous stressés en quelque sorte, hein, surtout quand on est sur Paris, hein, on n'est pas le temps. À Lyon, c'est encore plus cool, hein, parce que j'ai travaillé déjà à Lyon. La vie entreprise, c'est plus cool que Paris. À Paris, c'est métro, boulot, dodo, on n'est pas d'autre temps, plus que ça. Comme je vous ai dit précédemment, de toute façon, c'est le tableau Excel qui va prendre la décision. Donc, d'où la question de l'humanité et l'éthique. Mettez-vous à la place, hein, mettons-nous à la place d'un dirigeant qui a une société. Il est en faillite. Qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on va licencier? Est-ce qu'on va garder tous et en train de payer parce qu'on a des sens humains? Philosophiquement parlant, il est vrai que quelqu'un qui s'investit pour l'entreprise, pour un long terme, on ne peut pas non plus couper les têtes comme ça, rapidement. C'est plus important pour une entreprise. Aujourd'hui, quand même, avant de prendre une décision en tant que telle, parce que, étant donné que j'étais mené à des postes de cadre supérieur, donc je suis au courant de tout ce qui passe, plus ou moins, dans le licenciement, etc. On ne pose jamais la question humaine. C'est les managers en bas qui défendent leurs petits. Ça, c'est qui est très, très appréciable. Je me souviens, il y a des gens qui se défendent. Une directrice de projet, elle est magnifique. Elle a eu 60 ressources, 60 ingénieurs et 7 projets, dont 7 chefs de projet. Et que nous, la direction, on dit, bon, écoute, on n'a plus de budget, donc on n'est pas, donc essaye de, donne-nous le nom et pour qu'on licencie, parce qu'on n'a pas le choix. Et qu'elle essaie de défendre de son côté au plan éthique. Elle avait tout à fait raison de défendre ses petits, parce qu'ils sont investis depuis longtemps. Mais alors que les directions, ils n'ont aucune considération pour ça, parce qu'ils ne voient pas concrètement. Donc, c'est à nous, le personnel qui est concrètement sur le terrain, à défendre d'une façon de montrer aussi nos envies d'être dans cette entreprise. Ça veut dire qu'on va au-delà de cette notion d'intégration, d'adaptation. On doit travailler beaucoup, me semble-t-il, lorsqu'on est étudiant, sur cette notion de savoir-être. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur l'importance du savoir-être professionnel ? Oui, moi ça me parle beaucoup, notamment par mon métier d'acheteur où on est une fonction d'interface permanente avec toutes les fonctions de l'entreprise. On est souvent le coupable idéal parce qu'on est le dernier au bout de la ligne et à la fois on est celui qui va sauver le monde régulièrement parce qu'on a raté un truc et puis
on va venir nous demander gentiment de sauver les meubles. Donc il faut savoir à la fois être strict pour faire respecter les processus et que chacun fasse sa part du travail, et en même temps, il faut être suffisamment sympa pour que les gens nous aident à être bons. Dans ce que j'ai pu observer de toutes les boutiques où je suis passé, il y a un glissement qui s'opère, où on essaye de faire glisser les choses depuis l'excellence des gens vers l'excellence des processus et des procédures, pour les rendre plus interchangeables. Mais il n'empêche qu'une entreprise, ça reste des gens qui travaillent ensemble. Et avec tout ce que ça comprend d'incertitude, tout ce que ça comprend d'aléas. Et donc c'est ça qui va faire que les procédures et les processus, aussi parfaits soient-ils ou soient-elles, ne marcheront jamais tout seuls si les gens ne sont pas pleins de bonne volonté. Ce qui va faire que ça marche, c'est le fait que vous soyez peut-être capable de dire à quelqu'un merci quand il a fait quelque chose, même si c'est son boulot, même si c'est pour ça qu'il est payé, et qui fera qu'il le fera peut-être même avec le sourire quand vous le lui demanderez, alors qu'il n'est pas obligé de traiter votre dossier avant celui d'à côté. C'est important. Et quand on vous dit, Christopher vous disait, soyez vrai, soyez vous-même. Quand vous prenez une mission, quand vous prenez un stage, il faut qui serve votre projet professionnel, parce que comme il l'a dit, c'est le point de départ de toute votre stratégie de carrière. Parce que c'est aussi ça, il faut que ça soit un stage qui vous permette de vous exprimer. Si c'est un stage photocopie, ça vous apportera rien. Et 3, c'est votre humanité, c'est la façon dont vous serez, dont vous allez défendre le bout de gras dans l'entreprise, qui fera qu'au début on vous considérera comme le stagiaire et peut-être à la fin on aura oublié que vous êtes le stagiaire, on vous considérera comme un professionnel. Il y a quelqu'un qui démissionne, il n'y a personne pour prendre le poste derrière. Ah ben il y a lui, bon je pense qu'il est bien, il va faire l'affaire, il a montré qu'il était capable de bouger et surtout de faire avancer les choses. Vous avez souvent des guéguerres de service, des guéguerres de chefs. Il y a un vide dans les procédures, un truc qui n'était pas couvert, et puis ça crée des dysfonctionnements et des blocages. Peut-être que vous, avec vos petits bras, en bas de la hiérarchie, vous aurez été suffisamment humain et intelligent pour faire bouger les bonnes personnes, pour que les choses se mettent en place. Et souvent, c'est par le pied de la pyramide que ces choses-là se mettent en place, et pas forcément par le top management. David, pour compléter ? Oui, alors moi j'étais en situation de direction générale jusqu'à il y a un mois. Là où j'ai pris un coup de vieux, c'est quand j'ai commencé à vous recruter. Enfin, quand je dis vous, c'est des gens de votre génération, parce qu'on ne voit pas l'entreprise de la même manière. Et j'ai senti un énorme décalage. Alors je me retrouve dans ce que vous dites. L'entreprise, le chef d'entreprise ou le directeur général, c'est pas le grand méchant. Hein, il a des contraintes propres à gérer. Et je crois qu'effectivement, alors c'est colporté par les médias, mais les plans de licenciement, je ne connais pas de chef d'entreprise qui sabre le champagne quand il licencie des collaborateurs. Enfin, j'en connais pas. Et puis surtout, là où j'ai senti le décalage, c'est que vous êtes très pressé. C'est-à-dire que quand on vous voit arriver dans l'entreprise, vous voulez tout de suite. Hein, vous êtes vraiment la génération Internet, c'est-à-dire je fais 2 clics et clac. Je crois que la vie professionnelle, bon, ça a été dit, hein, on va tous travailler, on n'aura peut-être pas de retraite, donc on va travailler très longtemps. De toute façon, l'espérance de vie augmentant et la qualité de vie s'améliorant quand même fortement, notamment grâce à ces messieurs qui travaillent sur la nutrition, l'alimentation, et bon, on voit bien que on vit quand même beaucoup mieux. Donc, quand on avait 70 ans il y a 30 ans, c'est pas la même chose que d'avoir 70 ans aujourd'hui. Donc ça veut dire, je crois qu'il faut être patient. Et ça a été dit, il faut faire son trou, c'est-à-dire que souvent vous arrivez dans l'entreprise, vous dites voilà, moi j'ai vu des jeunes diplômés, alors je suis bac+5, donc je dois avoir ce salaire-là. Oui, très bien, mais sauf que c'est pas dans les grilles de salaire de l'entreprise. Et 2, je veux être chef. Ah, ouais, vous voulez être chef, d'accord. Donc, alors des fois je disais, peut-être qu'avant de me faire tomber dans l'escalier, je pourrais peut-être vous apporter quelque chose. Donc, avant de me jeter dans l'escalier pour prendre ma place, soyez patient. Je crois qu'il faut redonner du temps au temps. C'est-à-dire qu'une vie professionnelle, elle va être longue, elle va être riche d'expériences diverses. On ne fait plus carrière toute sa vie dans la même entreprise. Ça devient de plus en plus rare. Même dans le secteur public, on voit bien que les gens sont poussés à changer de poste, à changer de structure publique. Il y a aussi cette recherche un peu
de vivre plusieurs expériences, parce que vous allez vous enrichir de tout ça. Donc soyez patient. On a parlé des stages, alors on n'a pas parlé des jobs étudiants. Je crois que c'est très important. Et bon, moi, quand j'étais étudiant ici, quand j'étais à la fac de droit, je travaillais chez Quick. Alors voilà, j'allais le matin tourner des steaks, et puis quand j'en ai eu marre de tourner des steaks, j'allais l'été tirer des palettes de flotte dans des supermarchés casinos. Bon, voilà. Mais sauf que ça vous apprend aussi, surtout quand vous serez en situation de management, à vous rappeler qu'il y a des gens qui, pour plein de raisons, n'ont pas fait les études que vous êtes en train de suivre, et qui sont tout en bas dans la hiérarchie. Sauf qu'à un moment donné, c'est parce que les gens sont tout en bas de la hiérarchie qu'on doit les mépriser, parce qu'au contraire, souvent, c'est eux qui sont facilitateurs dans l'organisation, paradoxalement. C'est-à-dire que c'est souvent les gens qui n'ont pas forcément des postes toujours ultra stratégiques, mais ils sont facilitateurs. Et puis surtout, le fait d'être sympa avec tout le monde, ça a été dit, ça construit aussi votre propre image marketing au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que si tout le monde dit du personnel d'accueil, en passant par le personnel de ménage, en passant par les cadres supérieurs, tiens, ce stagiaire-là ou ce jeune diplômé-là, il est vachement sympa, il dit bonjour à tout le monde, il prend le temps de discuter, voilà, je crois que ça c'est très important. Et autre élément important, le réseau. Alors bon, vous me direz, je suis dans le lobbying, donc c'est ultra important. Moi, j'envoie encore des cartes de vœux à mon premier employeur qui était avocat. Voilà, j'envoie des vœux. Ça, c'est très important. C'est pas parce que vous quittez, je dirais, une entreprise que vous faites table rase du passé. La vie professionnelle est un village. Et je vous raconterai une anecdote. J'avais un camarade de promo en DEA avec qui on s'entendait bien. Je l'ai perdu de vue. Et c'est la période du Beaujolais Nouveau. Je travaillais à la CCI de Saône-et-Loire à Mâcon. Je suis invité à la soirée du Beaujolais Nouveau du journal de Saône-et-Loire. Et je tombe sur lui, ça faisait 15 ans qu'on ne s'était pas vu. Lui, entre-temps, avait fait l'ENA. Il était devenu directeur de cabinet de la préfète de Saône-et-Loire. Et donc, on a repris contact. Et puis, alors, il se trouve que comme j'étais à la bibliothèque de droit et que lui préparait une thèse, donc bon, j'avais vu avec mes responsables, voilà, on lui avait permis de pouvoir prendre un peu plus d'ouvrages, parce que c'était quelqu'un de sérieux. Il se souvenait encore de ça. Sauf qu'entre-temps, il est devenu chef de cabinet de Bruno Le Maire au ministère de l'Agriculture, qu'aujourd'hui il est en gros poste à la préfecture de police de Paris, mais on est toujours resté en contact. C'est-à-dire qu'on a, voilà, donc là il m'a encore laissé un message pour savoir comment j'allais. Donc ça c'est important, c'est-à-dire enrichissez-vous de vos expériences et surtout restez en contact avec vos différents employeurs, parce que les employeurs peuvent se parler, c'est-à-dire qu'ils peuvent essayer de dire, mais tiens, vous avez vu cette personne-là, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'elle était compétente? Est-ce que bon et puis d'autre part, vous serez surpris, alors ça fait un peu vieux con ce que je vous dis là, mais vous serez surpris dans quelques années de revoir des gens avec qui vous avez travaillé. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que le monde professionnel, c'est un nombre de cercles concentriques, et à un moment donné, vous retombez à peu près sur les mêmes personnes. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que des fois, il ne faut pas être ferme dans les prises de décision. Il faut aussi savoir s'affirmer, de ne pas toujours dire oui à tout. Mais néanmoins, si je peux donner ce conseil-là, ça a été dit, c'est soyez vous-même, mais soyez sympa avec tout le monde. Soyez sympa avec tout le monde, parce que ça participe aussi à votre image dans l'entreprise. Et puis conserver des relations, même si il ne s'agit pas d'appeler toutes les semaines vos anciens employeurs ou maîtres de stage, mais voilà. Vous envoyez une carte de vœux, vous envoyez un mail aujourd'hui, vous avez quand même la chance aujourd'hui de pouvoir, le mail c'est quand même assez intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez très bien le 20 décembre programmer une série de mails. Alors, petit conseil, cachez les adresses mail aussi, parce que mettez les gens en copie cachée, parce que ça sert à rien d'envoyer des... Bon. Mais voilà, c'est important de rester en contact avec tous ces gens-là, parce que peut-être qu'à un moment donné, dans votre parcours professionnel, vous aurez peut-être aussi le besoin de revenir vers des anciens employeurs, non pas pour leur demander un poste, mais peut-être pour prendre conseil, en disant voilà, je me souviens, vous m'aviez pris en stage, j'avais vraiment apprécié le stage, et je me pose des questions aujourd'hui sur la suite de mon parcours professionnel. Donc ça peut être aussi pour vous des bouées, des points d'ancrage dans votre parcours professionnel. C'est vrai qu'il faut cultiver son réseau, ça on en est intimement persuadé et on vous le répète quand on vous accompagne dans vos démarches d'insertion. Le réseau, ça part aussi de vos collègues de promo. Vous avez aujourd'hui des diplômés de notre master management des entreprises et des administrations. Ils occupent tous de très belles fonctions dans l'entreprise. Vous occuperez tous de belles fonctions, en tout cas je vous le souhaite, mais vos collègues aussi, donc
commencer à cultiver ce réseau dès aujourd'hui et à travers vos collègues de promotion. Vous vouliez ajouter quelque chose, Philippe, je crois. Oui, pardon. Je rebondissais un petit peu sur ce que disait Christopher. Ça rejoint un peu ce que disait David aussi. En fait, c'est la vision du senior qui voit arriver les petits jeunes diplômés, parce que des gens qui ont de très belles formations, qui ont de très beaux parcours. Et aujourd'hui, en fait, on travaille là-dessus donc sur mon programme de MBA. Les pyramides s'aplatissent. En fait, il y a des gens qu'on a fait monter au sommet de la hiérarchie. Donc, on avait ramé pendant des années pour être le chef tout en haut. Et bon, plus ça va, plus on a des gens qui sont Bac+5 et bien plus, en fait, donc ils sont hyper compétents, et qu'on fait travailler dans des pyramides aplaties, c'est-à-dire qu'on réduit le nombre de managers intermédiaires. Donc, ça veut dire que ces gens-là, il faut qu'ils travaillent ensemble. Donc, d'où l'importance d'être un petit peu sympa quand même avec les autres. Et on travaille là actuellement les sujets de recherche au niveau du management. C'est comment on motive les gens autrement que par tu vas être chef et puis tu vas gagner des gros salaires. Et on s'aperçoit en fait, ce qui est intéressant, c'est que le niveau de motivation, en fait, la motivation, elle repose relativement peu sur les aspects de rémunération. Donc, et ça, c'est des sujets qui se travaillent beaucoup. Alors, c'est pas complètement inintéressé, parce qu'il faut quand même faire travailler tous ces jeunes en sachant qu'on va peut-être se retrouver dans des structures où on ne va pas finir tout en haut de la pyramide de la même façon que ça a pu exister avec des gens qui ont mon âge ou plus et qui se sont retrouvés tout en haut d'une hiérarchie. Je crois qu'à l'Institut Paul Bocuse, cette notion de groupe projet, de gestion de projet est très très développée. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose dans votre vie professionnelle? Oui, tout à fait. Bon, alors déjà, je voulais juste rajouter quelques mots sur ce qui avait été dit concernant l'univers professionnel. Je pense que lorsqu'on intègre le monde professionnel, il y a 3 mots à retenir qui sont essentiels. Ces mots sont le respect, l'éthique et la générosité. Donc je pense qu'on vous l'a dit. Vous allez tous sortir de la fac avec un niveau d'études standard ou identique, donc avec le même savoir-faire. Ce qui fera la différence et ce qui primera au niveau du recrutement, ce sera votre savoir-être. Donc ce qui fait ce que vous êtes. Donc je pense que c'est primordial. Donc on parlait de générosité, d'éthique et de respect. C'est vraiment, vraiment essentiel. Alors c'est vrai que moi, tout au long de ma scolarité, on me l'a dit, redit, rabâché, tout simplement parce que nous sommes dans un secteur de service et que le monde du service est entretenu par l'humain. Donc si l'humain est maltraité au sein d'une entreprise, forcément le service en ressentira. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Avez-vous des questions à poser à nos témoins? Profitez-en. Oui. Alors bonjour, moi j'avais une question un peu spécifique pour Sébastien Gary. Je voulais savoir si vous pouviez préciser vos missions quand vous étiez acheteur dans l'industrie pharmaceutique, vos missions au jour le jour, vraiment vos réalisations. Et j'avais une deuxième question aussi par rapport à l'industrie pharmaceutique toujours. Donc vous avez dit qu'en 2004 vous avez quitté parce que apparemment il y avait moins de débouchés dans ce secteur, et donc je voulais savoir si c'était toujours le cas ou s'il y avait quand même dans ce secteur des métiers qui étaient encore abordables, enfin qui étaient des métiers possibles. Voilà, merci. Alors, je n'ai pas été acheteur dans l'industrie pharmaceutique. J'ai été acheteur aux Hospices civils de Lyon. Mais les missions d'achat sont toujours les mêmes. C'est un processus intellectuel, c'est toujours les mêmes questions qu'on va se poser pour garantir un processus achat de clarification du besoin, d'intégration des fournisseurs, mais qui va apporter des réponses différentes en fonction du secteur d'activité, en fonction du marché fournisseur, en fonction des gens en interne, de la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est la première question. Par rapport à votre... Alors, je ne sais pas si vous souhaitez être acheteuse dans l'industrie pharmaceutique ou travailler dans l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, en 2004, effectivement, sur Lyon, il y a eu plan social chez Merck, rachat Sanofi Aventis, plan social également, je crois, chez Merial. Pas le bon moment. Une image, quand je faisais le cours sur les achats en environnement pharmaceutique à l'IAE de Lyon, là, sur le master achat, je donnais une image. L'industrie pharmaceutique, c'est Highlander.
il pourra en rester qu'un. Ils se rachètent à un moment donné, tous les uns les autres. Donc il y a toujours un phénomène de concentration. Il y a des postes qui sont demandés, qui sont recrutés, notamment tout ce qui est chef de projet marketing, tout ce qui est visite médicale, qui est entre guillemets la force de vente, ou le support au développement de nouveaux médicaments. Il y a des postes où plus on en met, mieux on couvre et meilleurs sont les résultats. C'est effectivement le cas pour ces aspects-là. Il y a d'autres postes, type achat, où c'est pas une logique de plus je mets d'acheteurs et plus je fais d'économies. On a des portefeuilles à couvrir. Une fois qu'on a le nombre nécessaire de personnes pour les couvrir et pour faire le travail, ça ne sert à rien d'en mettre plus. Donc pour mon cas, effectivement, je ne vais pas forcément avoir beaucoup de débouchés, moi personnellement, sur l'industrie pharmaceutique. Par contre, si vous voulez travailler sur la visite médicale, chef de projet, mais un truc aussi qui est assez peu demandé par les étudiants quand ils sortent et où pourtant ils ont du mal à trouver, et il y a une vraie expertise à développer, c'est les affaires réglementaires. Donc tout ce qui est suivi des dossiers de dépôt d'AMM au ministère, tout ce qui est le suivi de la bonne conformité des essais cliniques, tous ces aspects-là, tous les aspects juridiques, il y a des choses à faire dans l'industrie pharmaceutique. Le deuxième aspect aussi, dans mon choix, mais je vous donne mon expérience pour que vous ayez la même logique si vous faites quelque chose de semblable. Dans ma démarche, alors effectivement on parlait des seniors qui voient arriver les jeunes, j'ai été peut-être aussi un peu trop naïf, c'est-à-dire que je me suis présenté avec un double profil achat pharma dans une industrie qui commençait juste à être challengée sur ses coûts. D'abord, ils ont commencé par prendre le savoir-faire achat chez les gens qui en avaient une expérience, notamment en provenance de l'automobile, pour déplacer les processus achats vers l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, on commence à avoir des demandes des gens moins expérimentés, plutôt opérationnels, pour effectivement mettre en œuvre ces choses-là. Aujourd'hui, on arrive à avoir des postes d'acheteurs dans l'industrie pharmaceutique, notamment, il n'y a pas que les achats de médicaments, achats de transport, achats de matériel de production, etc., où on peut prendre des gens qui ne sont pas spécialement pharmaciens, parce qu'on a ces choses-là à acheter. Il y a 10 ans en arrière, ou peut-être un peu moins, à l'époque où je suis sorti en 2004, 8 ans déjà, il y avait encore une logique forte dans l'industrie pharmaceutique d'avoir besoin que la personne soit pharmacienne pour faire des achats. Je ne vois pas d'intérêt pour acheter du transport, je ne vois pas d'intérêt pour acheter du packaging, d'être pharmacien. Donc il y a aussi, on parlait d'humanité dans les processus, vous voyez, si je raisonne en tableau Excel avec une grille de compétences, ce constat il aurait dû être immédiat quand ils ont commencé à parler d'achat dans l'industrie pharmaceutique. Or, il y avait une croyance, une habitude, un cliché dans l'industrie pharmaceutique qui imposait l'image du pharmacien à un poste d'acheteur, quelle que soit la famille d'achat. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous devez garder en tête, rester lucide sur votre projet. Ok, vous avez une idée de double compétence à faire, mais où en est le marché de son côté? Est-ce qu'il est mûr pour votre idée? C'est important d'avoir ça en tête. Le deuxième point, aussi qui rebondit un peu sur ce qu'on a dit avant, ne cherchez pas un job. Si vous cherchez un job, vous allez trouver un truc chiant, où vous ne serez jamais suffisamment payé à votre goût. Éclatez-vous. Là, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est les gens qui ont fait des doubles profils, des trucs particuliers, des trucs pas communs. Éclatez-vous, vous avez une envie, vous avez un truc qui vous travaille, vous avez envie de le faire accoucher, de le faire vivre. C'est ce qui vous pousse à vous poser la question d'un profil atypique. Musclez votre projet, vivez-le, parlez-en autour de vous, c'est ça aussi qui va faire que ça va peut-être intéresser des gens qui vous seraient peut-être pas sur le carreau, parce que tiens, vous en parlez à une occasion d'un cocktail, etc. Tiens, ça m'intéresse, appelle un tel, ou contacte telle personne, ils sont en train de chercher dessus. Cherchez à vous éclater dans votre job. On parlait de motivation, l'argent ou le poste, il y a toujours un moment donné où vous aurez quelqu'un au-dessus de vous, donc vous ne serez jamais content. Il y a toujours un moment donné où il y a quelqu'un qui gagnera plus que vous, donc vous ne serez jamais content. Éclatez-vous et vous serez toujours satisfait d'aller au boulot le matin.
Je voudrais, si vous le permettez, David, que vous complétiez ce propos, puisque vous avez débuté votre présentation en expliquant que lorsque vous avez travaillé en cabinet d'avocat, vous vous êtes dit ça ne va pas le faire, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Ouais. Oui, alors que je vous ai dit dans le même temps que je restais en très bons termes avec mon premier employeur. Oui, tout simplement parce que je me voyais pas toute la journée dans un bureau, alors que j'avais fait 5 ans de droit, j'avais fait un DEA, j'ai même commencé une thèse que je n'ai jamais terminée, mais ce qui m'a permis de donner des cours dans cette maison pendant quelques années. Je crois qu'il y a beaucoup de thésards qui ont fait ça à un moment donné pour essayer de pouvoir avoir une expérience professionnelle. Oui, moi je me suis retrouvé à... de toute façon, quand vous êtes juriste en cabinet d'avocat, c'est soit vous devenez avocat, soit... c'est difficile d'évoluer. Hein, donc il y a... Bon, puis le concours d'avocat, bon, c'est quand même assez exigeant. En droit public, il y a très peu de postes. Donc bon... et c'est vrai, et ça rejoint ce que, en vous écoutant, ça m'a rappelé moi ce que j'ai vécu, parce que typiquement, comment j'ai atterri à l'Association des maires de France, c'est mon épouse qui en a parlé à une collègue de boulot, laquelle de collègue de boulot se trouvait avoir pour gendre un copain de fac. Vous voyez comme quoi on y revient toujours, c'est-à-dire le monde est vraiment petit. Et je sais pas pourquoi mon épouse lui dit tiens, David a envie de changer de boulot, il cherche, il commence à regarder, et voilà. Et j'ai eu l'info, alors c'est pas ce qui m'a fait rentrer à l'Association des maires de France, c'est que ça m'a permis d'avoir l'information qu'il y avait une offre d'emploi, enfin un CDD à Paris, d'accord, sur lequel j'ai postulé. Donc là, il ne faut pas avoir peur. Je me suis retrouvé, il y avait la moitié de Sciences Po Paris qui postulait sur le poste. Bon, on peut être provincial sortant d'une fac de droit de province, on peut avoir des postes à Paris, d'accord. De la même manière, je peux vous dire que le modèle économique de l'époque n'était pas rentable, parce que comme l'entreprise ne prenait pas en charge mes frais de déplacement, et qu'on était resté sur Lyon, bon, au départ, parce que c'était un CDD, bon, mais je l'ai fait, je regrette pas du tout ce choix. Alors effectivement, j'ai pas gagné beaucoup d'argent à l'époque, on a plutôt bouffé nos économies, sauf que ça m'a permis d'acquérir une expérience professionnelle que je n'aurais jamais pu acquérir ailleurs, c'est-à-dire quand vous êtes confronté tous les jours à être avec les cabinets ministériels, à être au Parlement, à faire du lobbying, à défendre les intérêts des élus locaux, voilà. Alors ça vous renforce aussi dans le savoir-être, dans la manière de vous exprimer, dans la manière de rencontrer les gens, dans la manière de défendre vos dossiers, hein. Donc je ne regrette pas du tout ce choix-là, hein. Dans les raisons qui ont fait que j'ai pu être pris à l'AMF, donc là aussi soigner, hein, vous savez la rubrique un peu fourre-tout, poubelle qu'on a à la fin du CV qui s'appelle divers. Alors on met divers, alors vous avez toujours l'impression qu'il faut mettre de la littérature parce que ça fait bien, il faut dire qu'on aime de la musique classique ou autre. Bon, vous mettez ce que vous faites, voilà. Moi j'ai fait 20 ans de rugby, j'avais mis que je faisais du rugby, voilà. Et il se trouve que quand j'ai passé l'entretien, j'avais la moitié du crâne rasé parce que je m'étais pris un pet le vendredi d'avant et que j'avais des points de suture sur le crâne. Bon. Sauf que la responsable de service qui recrutait était elle-même originaire du Sud-Ouest. Et donc elle n'a pas été surprise. Comme elle avait vu que j'avais fait du rugby, elle s'est dit tiens, il a dû se prendre un pet. Voilà. Donc vous voyez, valider vraiment, enfin renforcer cette rubrique-là, parce qu'elle est très importante. Et effectivement, si dans un poste vous dites ça me correspond pas, et comme vous le disiez, c'est à la limite vous êtes bien payé, vous vous ennuyez, allez faire autre chose. Hein. Allez faire autre chose. Hein. Voilà. Parce qu'à un moment donné vous serez malheureux, il y aura toujours, vous direz je suis bien payé mais ce que je fais ne me plaît pas, ou voilà. Profitez de stages, profitez pour vraiment mûrir votre projet. Je crois que le projet professionnel, c'est pas tant de dire je veux rentrer dans cette entreprise-là. Moi, ce qui guide mon parcours professionnel, c'est le développement économique local. Voilà. Alors, je l'ai vécu en association d'élus, je l'ai vécu comme consultant, je l'ai vécu dans les réseaux consulaires. Aujourd'hui, je vais le vivre comme chef d'entreprise. Mais à la limite, c'est ça, ce qui guide un peu mon parcours professionnel, enfin mon projet professionnel, c'est le développement économique des territoires. Voilà. Après, on le vit à différents moments, dans des grands groupes, des petites structures. Mais moi, je vous rejoins complètement, c'est-à-dire, le salaire ne fait pas tout. Et paradoxalement, moi, je l'ai vécu en recrutant des jeunes diplômés. Vous arrivez parfois avec des niveaux d'exigence qui surprennent. Hein. Moi, ce que j'ai retenu de la fac de droit, au-delà de mes cours, c'est que c'est pas la fac de droit qui m'a appris un métier.
D'accord ? Moi, pourtant, j'ai un bac+5 en droit. Et je le disais à mes étudiants quand j'étais chargé de TD en droit constitutionnel, j'ai dit, vous savez, la fac de droit, s'il y a un seul métier qu'elle peut vous apprendre, c'est à devenir universitaire. Parce qu'elle est là pour se régénérer. Mais elle n'est pas là, si vous voulez être avocat, vous allez à l'école du barreau, vous voulez être notaire, vous allez à l'école de notariat. Hein. Et donc, l'IAE a cet intérêt d'être plus proche de l'entrepreneuriat, de la culture entrepreneuriale. Pour autant, n'oubliez jamais que quand vous sortez avec vos diplômes, vous avez des connaissances, vous avez peut-être quelques compétences que vous avez pu acquérir dans des jobs d'étudiants, enfin des jobs l'été, des stages, etc. Mais vous avez beaucoup de choses encore à apprendre. Et je crois que même nous, là, on en témoigne. C'est-à-dire que moi, j'ai repris des formations, j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Je ne sais plus qui m'avait dit un jour, si tu te lèves le matin et que tu as appris un truc dans la journée, tu n'as pas perdu ta journée. Quel que soit ce que vous avez appris. Vous avez appris à faire un nouveau process, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a dit rappelez-moi, j'aurais peut-être quelque chose à vous proposer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser votre niveau d'exigence professionnelle, mais bon, voilà, on l'a dit, c'est l'éthique, c'est le savoir-être, c'est l'humilité. Voilà, moi, à la limite, ce que vous avez à proposer à l'entreprise, c'est votre énergie, des connaissances à jour. Parce que vous arrivez, voilà, vous avez les dernières connaissances du moment, votre énergie et votre regard neuf, et parfois naïf. Mais ça peut être intéressant aussi d'avoir des gens qui ont un regard neuf dans l'entreprise, parce que ça vient parfois un peu, c'est un peu le poil à gratter, donc c'est pas inintéressant. Ça veut dire aussi qu'il faut que vous soyez acteur de votre avenir, acteur de votre projet professionnel, et que vous soyez acteur aussi lorsque vous êtes en stage, pour pouvoir être force de proposition. Les maîtres de stage que l'on interroge sont ravis que, comme pour David, lorsque vous êtes dans leur entreprise, vous leur proposez des idées nouvelles, des process nouveaux, mais c'est une question de curseur. À vous, en effet, d'être force de proposition tout en gardant cette certaine forme d'humilité quelque part. Juste ajouter deux petites choses. La première, par rapport à ce que vous dites, effectivement, le curseur. Souvent, on dit « je propose, l'entreprise dispose ». Et pas « faut faire comme ça, parce que c'est comme ça qu'on va ». Juste une petite parenthèse, effectivement, qu'on le voit des fois soit trop dans un sens, soit trop dans l'autre. Juste après, un petit exemple aussi pour revenir sur ce que disait David et sur ce que je vous avais dit avant, sur le fait de éclatez-vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, j'ai monté ma boîte. Et puis je me suis ramassé. Sinon, je ne serais pas consultant actuellement chez Plastic Omnium. Je ne regrette pas. J'ai mis toute mon énergie, j'ai mis tout mon argent, j'ai tout perdu, j'ai rebondi. Ça a été dur. Et en même temps, je ne regrette pas. Parce que si je ne l'avais pas fait, je l'aurais regretté toute ma vie. Et je ne voulais pas passer toute ma vie comme un vieux con à dire mais quand j'étais jeune j'aurais pu, et si je l'avais fait, je ne serais pas là. Je l'ai fait, et puis j'ai vu. Puis maintenant ça me nourrit. Et j'ai une expérience de plus à apporter à mon arc. J'ai une richesse humaine en plus, parce qu'il y a un vécu derrière, et qui me permet de voir les choses peut-être différemment de la personne d'à côté, de la personne d'en face. Voilà. On a le droit d'être différent, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de se planter. Ce qui vous arrive, ce qui est important, c'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous en faites. Ne subissez pas les choses, utilisez-les. Mathieu, vous avez été entrepreneur, vous aussi. Quand est-ce que vous est venu cet esprit d'entrepreneuriat ? C'est un peu une drôle d'histoire parce que c'est un projet que j'avais à moyen long terme, et la force des choses a fait que finalement c'est devenu un projet à court terme, puisque j'avais une proposition d'emploi à la suite de mes 2 stages de master dans le groupe hospitalier en tant qu'ingénieur. Et 2 mois avant mon embauche définitive, suppression de 53 postes et restriction de budget, donc les postes à pourvoir et à créer ont donc été supprimés. Et donc j'ai dû forcément trouver une parade et me remotiver, me remobiliser pour ne pas perdre le temps que j'avais pu mettre à profit de cette entreprise. Et j'ai donc décidé de me lancer plus tôt que prévu. Et moi, un peu pareil, moi je me suis lancé dans cette aventure, j'étais quand même assez jeune, j'avais 25 ans, donc c'est un gros challenge.
Alors j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui étaient, qui avaient avec les reins solides, de le faire dans un milieu que je connaissais puisque j'ai créé mon entreprise à l'île de la Réunion, là où j'étais originaire. Donc c'était beaucoup plus simple, c'est ce qu'on disait, énormément de réseaux, donc beaucoup plus simple de pouvoir créer quelque chose. Et j'avais par contre comme ambition de rendre ce projet éphémère parce que, bon, la jeunesse étant, je ne voulais pas m'enfermer dans un carcan et faire ça toute ma vie. Donc j'avais décidé dès le départ, dans ma liste d'actions, que voilà, il fallait qu'il y ait une durée limitée à ce projet. Et voilà, on est arrivé à terme en faisant tout ce qu'on a voulu faire. Et à un moment donné, lorsqu'on crée sa propre entreprise, peut-être ce qu'on dit, on a plein d'ambitions et on se retrouve la tête dans le guidon parce qu'il faut être amené à gérer des choses au quotidien. Donc on disait le tableau Excel, vous en parliez. Et tout ce que nous avions prévu d'effectuer finalement ne peut pas se faire. Donc c'est à ce moment-là où on se dit, bon, faut peut-être tourner la page et penser à autre chose. Voilà, tout le temps restant effectivement positif dans l'aventure qu'on a pu entreprendre. Voilà. Donc c'est surtout ça qui est important. Très bien. On a une question, je crois, monsieur. Oui, bonjour. Je me présente, Rafik Alalami. En fait, j'avais juste une petite question concernant, vous savez, vous parlez de plusieurs profils de compétences. En fait, c'est comment vous avez réussi à opérer, à changer de carrière ou même de spécialité, parce que comme vous parlez de droit, aller vers pas du commerce, mais vraiment sur de la gestion. Et comment ça s'est orchestré, en fait? J'aurais bien voulu savoir et mieux comprendre ça. Donc, moi, c'est une question je crois qu'il n'y a pas de recette. Je crois que déjà, il n'y a pas de recette, si vous voulez. Non, par contre, il y a des convictions. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, bon, moi, je reviens à l'époque, il y avait encore le service national, je reviens de l'armée, et je me retrouve, bon, voilà, c'était mon maître de stage d'ailleurs qui me reprenait en CDI, donc c'était. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit non, bon, je vais aller faire autre chose. Mais l'autre chose, c'était, voilà, c'est ce que je disais, moi, c'est la cohérence, c'était. Par exemple, j'enverrai jamais mon CV chez Safran, ou alors c'est parce que j'aurais rencontré le directeur des relations extérieures ou institutionnelles et qui pourrait avoir un besoin spécifique sur du lobbying. Bon, mais sinon, qu'est-ce que j'allais faire chez Safran? Quoique, mais bon, mais sur des choses. Donc après, c'est plus, je vous dis, c'est vers quoi quel est le secteur ou la thématique sur laquelle vous voulez travailler. Je crois que c'est ça le plus important. Et puis après, la vie professionnelle fait que vous allez voir, vous allez avoir des opportunités, et puis les changements professionnels, c'est souvent au travers de rencontres. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit tiens, moi je cherche ce que vous expliquez. Puis les rencontres, il faut les provoquer parfois. Voilà, c'est d'aller voir les gens, de dire moi qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre vie? Vous faites ça, tiens, et moi ça m'intéresse. Donc, voilà, il faut vraiment être curieux, il faut être curieux des autres. Et puis après, l'intérêt aussi des doubles compétences, c'est qu'on a presque eu tendance dans certaines entreprises à ultra spécialiser les gens. Et aujourd'hui, on se rend compte, notamment dans le tissu de PME, qui est au cœur de nombreuses politiques publiques, où quand on vous dit on manque de PME à l'allemande, qui ont plusieurs centaines de collaborateurs, une PME, elle n'a pas forcément les moyens d'avoir des cadres ultra spécialisés. Il faut des gens plutôt multi-compétences. Voire un directeur des achats qui le matin, parce que il y a des palettes qui vont arriver, et puis il y a le type qui s'occupe de l'intendance qui ne s'est pas levé, qui va enlever la cravate et qui va aller tirer les 4 palettes parce que il faut faire tourner l'entreprise. C'est pour ça, je crois qu'il n'y a pas de recette. Il faut, par contre, vous dire quelle est la zone professionnelle dans laquelle, ou la thématique professionnelle dans laquelle j'ai envie de vivre. Et puis après, ça peut être dans le public, dans le privé, dans des grands groupes, dans des PME, dans des projets de création d'entreprise. Bon, effectivement, peut-être que dans un an, je me serais planté. Mais voilà, mais j'ai envie de vivre ça. Et je préfère limite le vivre, et essayer de réussir. Mais si je me plante, je me disais, comme vous le dites, je l'aurais vécu. Et puis l'intérêt aussi de vivre l'entrepreneuriat, c'est que du coup,
vous vous enrichissez quoi qu'il se passe, parce que vous êtes obligé de rentrer dans de la gestion administrative, dans de la gestion commerciale, dans un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément au départ au cœur de votre formation initiale. Mais je crois, enfin il n'y a pas de recette, je pense que... mais définissez peut-être la zone professionnelle dans laquelle vous voulez aller, la thématique. Dire, bon, mademoiselle disait, voilà, elle va poser des questions sur la pharmacie. Bon, moi, pour tout vous dire, quand j'étais au lycée, entre l'âge de 7 ans et de 17 ans, je voulais faire pharmacie. Voilà. Et puis quand je suis arrivé en terminale D à l'époque, alors je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, enfin c'était maths bio, j'en ai eu ras-le-bol, quoi. J'ai eu un trop plein des maths et de la physique, je ne supportais plus. Et comme j'avais un grand-père qui était passionné de politique, qui m'a biberonné, voilà, la 5e République, la 4e, les trucs. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai atterri en droit, alors que j'en avais, pour tout vous dire, mon père était dans la grande distribution. Alors j'y reviens peut-être aujourd'hui, vous voyez, parce que du coup, c'est un milieu dans lequel j'ai grandi, mais bon, vous voyez, moi je suis arrivé à la fac de droit, bon, c'était mon deuxième souhait. Par contre, j'ai fait un choix, c'est-à-dire qu'à 17 ans, quand j'ai passé mon bac, je me suis dit non, je vais pas en pharma parce que j'en ai ras-le-bol des maths et de la physique. Et puis de toute façon, j'aurai jamais le niveau parce que pour passer le cap. Donc je vais faire autre chose. Voilà. Je crois qu'aussi, n'hésitez pas à prendre des décisions. Non mais j'aurais pu dire, tiens, je veux faire pharma, je continue pharma, je me serais planté 2 ans. Bon, voilà, n'hésitez pas. Et puis utilisez toutes vos expériences, même, alors, je ne sais pas si vous êtes dans l'associatif, à l'université, votre mémoire aussi de master, c'est pas mal, parce que c'est pour une fois, vous allez sur 80, 100, 120 pages, vous allez faire de l'analyse, de l'analyse stratégique sur un sujet. Donc c'est, voilà, aussi en fonction des sujets de mémoire que vous allez choisir, mettez-les bien en valeur quand vous allez après passer des entretiens. Parce que c'est déjà, vous allez démontrer votre capacité sur un sujet de mémoire, dire voilà, j'ai pris un sujet, je l'ai analysé, j'ai fait des préconisations. Donc j'ai déjà cette mécanique intellectuelle qui peut vous intéresser, vous, monsieur le recruteur, qui me recevez aujourd'hui. Juste pour rebondir aussi, donc comme il disait, il n'y a pas de recette. Par contre, il y a un ingrédient, c'est l'envie. Si vous avez envie d'un projet, d'un truc, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait jusque-là, mais pourtant vous avez envie. Et si vous avez envie, vous trouverez les ressources, vous trouverez les compétences. Et si vous les trouvez pas, vous pouvez aller les chercher en vous formant avec de la formation continue. Vous trouverez les gens qui les ont, les compétences pour vous appuyer. C'est vrai à tout âge. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est... Non, en fait, non, je rebondirai après, je vais te laisser terminer. Juste le deuxième point aussi, juste une petite anecdote, une petite phrase. Quand je me suis ramassé, quand j'ai monté ma boîte et que j'avais le moral dans les chaussettes, il y avait une ergonome des Hospices Civils de Lyon avec qui j'avais beaucoup travaillé pour développer mon offre. Et pour me remonter le moral, elle m'a dit, vous savez, monsieur Gary, d'un point de vue naturel et biomécanique, la première chose qu'on doit faire pour marcher, c'est tomber. Philippe ? Oui, alors en fait, au fur et à mesure des commentaires, j'avais noté des petites choses. Alors, en fait, un truc tout bête, sur un recrutement. Aujourd'hui, je rencontre des gens qui ont les diplômes, et puis des têtes bien faites. Donc la différence que je vais faire, c'est sur la personnalité. Grosso modo, c'est sur la façon dont la personne, donc le ressenti que je vais avoir de cette personne, vis-à-vis de moi-même, et vis-à-vis du fait qu'elle sera en mesure de travailler avec le reste de l'équipe et comment elle va se comporter. Donc finalement, c'est ça, au final, qui va faire la différence. Alors que les profils techniques, compétents, diplômés, on en trouve aujourd'hui. Donc c'est là-dessus qu'il faut vous différencier. Après, il y a les cas de figure où ça passe pas. Enfin, moi, j'étais dans une entreprise japonaise. Donc je me suis retrouvé dans le truc à la japonaise avec tout le monde en blouse blanche et je passais les entretiens. Pas passé. Moi, c'est une autre culture. Et là, c'est à vous de sentir aussi si ça vous plaît ou pas, quoi, si ça le fait. Donc, moi, je résumerai tout ce qu'on a dit, c'est le sens, en fait. C'est trouver du sens. Donc,
de plus en plus, j'estime que l'employeur doit trouver du sens à la mission, ou donner du sens à la mission qu'il vous donne, mais c'est aussi à vous de trouver le sens de ce que vous faites. En fait. C'est ce qui résume un petit peu ce que dit aussi David. Merci. Mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce qui nourrit effectivement cette envie d'entreprendre? Comment ça se nourrit dans le temps? Ça se nourrit en fonction de l'expérience, des études peut-être. Et une fois l'envie est là, quelle est la démarche, ou je dirais les étapes pour ne pas tomber justement, ou peut-être tomber et bien se relever après. Merci. Il n'y a pas de recette miracle pour être sûr que ça marchera. Le marché a toujours raison. De toute façon. Vous avez un super produit, une super offre, un machin super pas cher, super bien pensé, mais si le marché n'en veut pas, il n'en veut pas. Après, on peut réduire les risques. Donc, avant de se lancer, vous avez l'envie. Après, si vous avez l'envie, il faut avoir l'idée. Une fois que vous avez l'idée, avant de vous lancer, vous commencez quand même à gratter sur un coin de papier s'il y a effectivement un marché et s'il y a effectivement de l'argent à gagner. Parce que c'est même pas la peine d'y aller s'il n'y a rien à faire. Mais effectivement, une fois que vous avez réuni ces éléments-là, après, il y a le deuxième ingrédient, c'est le courage pour y aller. Je franchis le cap, quoi. Ok, je quitte un job, je m'investis à temps plein là-dessus, voilà. Et puis, je prends un risque que ça marche pas, ou je prends le risque que ça marche, ça dépend comment on voit les choses. Voilà, l'envie, comment elle évolue, c'est humain, ça, effectivement. Je ne saurais pas trop comment vous dire. C'est quelque chose que vous avez en vous. C'est pas quelque chose qu'il faut avoir. Si vous avez, il faut l'envie, l'opportunité, quoi. Vous avez envie que ce soit libre, vous avez ce mythe-là, ou vous avez cette vieille envie qui vous travaille et qui vous pousse un petit peu à le faire. Tout le monde n'a pas l'âme d'un entrepreneur, heureusement. Il faut des gens de toutes sortes pour que le monde avance. C'est pas une fin en soi d'être entrepreneur, et c'est pas une obligation, c'est pas le seul mode de réussir. Vous avez envie, vous avez cette âme-là, cette flamme-là, observez-la, laissez-la grandir. Maintenant, soit vous vous sentez plutôt l'âme d'un général qui va aider un entrepreneur à faire que sa boîte fonctionne, soit vous vous sentez l'âme d'un prince qui va prendre le risque de mener une politique et au risque de perdre son pays. Voilà, la différence, elle est là, quoi. David, oui, alors Mathieu. non, mais juste rapidement sur les projets d'entreprise, rapprochez-vous des chambres de commerce. Ils sont là pour vous accompagner. Vous avez une offre. Là, je prêche un peu pour mon ancienne paroisse, mais vous avez des réunions d'information collective. Il y a tout un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprise. Utilisez, si vous avez ce projet-là, utilisez tous les outils, toutes les structures qui sont à votre disposition, parce que eux, ils vont aussi vous benchmarker, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont faire du crash test avec vous, c'est-à-dire qu'ils vont vous pousser un peu dans vos retranchements. Moi, je vois quand j'étais à la CCI de Saône-et-Loire, les collègues qui s'occupaient de création d'entreprise, ils recevaient des groupes comme là, toutes les semaines, et puis ils expliquaient ce qu'était la création d'entreprise. Ils passaient 80% du temps de la réunion à essayer de dégoûter les gens, et 20% à dire bon, l'entreprise c'est sympa, tout simplement pour bien pousser un peu au bout la motivation des gens, pour éviter que les gens disent oui, je vais être mon propre patron, mais après c'est beaucoup de contraintes, et qu'après on ait des gens qui se plantent. Donc n'hésitez pas à aller voir les chambres de commerce. Il faut un peu d'argent quand même, alors ça dépend du secteur dans lequel vous voulez opérer, mais bon, il faut au moins le capital social lorsque vous allez créer, même si on peut créer des entreprises avec 1 euro, c'est bien beau 1 euro, mais si vous avez un client qui est à Paris, déjà ça vous coûte 80 euros de TGV, donc déjà vous avez bouffé plus que le capital social pour aller voir votre client. Donc voilà, il faut pas non plus des dizaines de milliers d'euros, mais il faut un petit peu d'argent. La forme sociétale est importante, c'est est-ce que vous partez toute seule ou pas. Moi je suis en train de créer une entreprise avec 3 actionnaires, même si j'ai 70% du capital. Mais bon, voilà, c'est avec qui vous partez, pour faire quoi, effectivement, parce que le marché aura toujours raison. C'est-à-dire que s'il ne veut pas de vous, vous aurez beau faire des claquettes et monter sur la table, ça ne servira à rien. Mais à la limite, c'est pas... je pense pas que ça se décrète, d'accord.
Et oui, j'aime bien ce que vous dites, il faut le laisser mûrir, quoi. Voilà. Hein, c'est comme le bon vin, je crois que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vieillit plus ou moins longtemps pour être à maturité et exprimer toutes ses forces. Oui, tout à fait, ça. Je trouve que c'est tout à fait très bien résumé ce qu'est l'entrepreneuriat. Au-delà de l'envie, je pense que c'est quelque chose à la base de plus ou moins inné. Il faut plus ou moins avoir une âme de guerrier pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous montez une entreprise. Si vous avez une femme, c'est votre maîtresse. Donc, les gens qui travaillent avec vous ne comprennent pas forcément quels sont les enjeux en tant que chef d'entreprise. Quand voilà, vous levez le matin, vous pensez à l'entreprise, vous déjeunez, vous pensez à l'entreprise, vous vous couchez, vous pensez à l'entreprise. Donc je pense qu'il faut effectivement être armé moralement, physiquement, parce que c'est quelque chose d'assez ardu. Et voilà, comme vous disiez, il y a des gens qui n'ont pas cette âme d'entrepreneur, qui n'ont pas du tout envie de créer leur entreprise. Je pense qu'il faut donc à ce moment-là laisser justement la place à ceux qui le veulent. Oui. David, tout à l'heure, vous avez parlé des PME qui n'avaient pas forcément la possibilité d'avoir des cadres ultra spécialisés. À ce sujet, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être ultra spécialisé ou plutôt multicompétence? Ou peut-être commencer en étant ultra spécialisé et devenir multicompétence par la suite, ou l'inverse? Vous me laissez combien de temps? J'ai tout document autorisé. Non, je vous disais ça par rapport à des chefs d'entreprise et dirigeants de PME que j'ai pu voir. Hein, vous avez aujourd'hui, alors c'est souvent accompagné par les chambres de commerce. Par exemple, vous avez des entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir des ingénieurs qualité à plein temps. Donc elles se groupent à 3-4 et puis elles achètent, entre guillemets, un ingénieur et puis qui passe le lundi et le mardi dans une entreprise. Voilà, après, tout dépend dans quoi vous voulez aller. Moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai fait du droit. J'ai des copains qui sont avocats à Lyon. Ils me disent, mais comment tu fais pour vivre sans faire du droit? Je dis, moi, je vis très bien. Voilà. Eux conçoivent pas qu'après avoir 5 ans de droit, j'ai pu, comme avait dit Coluche, tout faire de travers, quoi. Après, derrière, j'ai fait 5 ans tout droit. Et puis depuis... Non, mais plus sérieusement... Bon, moi je pourrais dire à mes copains avocats, ça vous gonfle pas là, de passer 12 heures par jour dans le jurisclasseur, dans les codes, etc. Bon, ils me diraient, non, c'est passionnant. Vous voyez, je crois qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas une seule vérité. Par contre, c'est sûr que les PME, avec les contraintes financières qu'elles ont, dites-vous bien que... moi, j'ai géré une structure de 12 personnes, hein, ça faisait 2 millions d'euros de budget. Quand vous recrutez quelqu'un à 50, il vous coûte 100. Les charges patronales et tout, hein, sans compter après. Donc, ça veut dire que le recrutement par un chef d'entreprise, c'est un vrai choix stratégique, c'est un vrai pari. Il parie sur vous. Hein, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'aussi si vous donnez l'envie au recruteur parce qu'il prend le risque, hein, parce que même dans des grands groupes, recruter quelqu'un, ça a un coût. Il y a un cabinet de chasseurs de tête qui est passé avant. Puis après, il y a le salaire plus les charges. Enfin, je ne vais pas vous faire, mais bon. Donc il y a un vrai risque. Donc ça veut dire. Après, souvent les PME cherchent des gens qui, alors pas corvéables, hein, mais qui sont en capacité de s'adapter. Hein. Je dis pas corvéables au sens, tu vas faire ci, après tu vas faire ça, et puis après non, mais qui à un moment donné sont capables de bouger avec l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le chef d'entreprise, hein, ce que vous disiez, il se lève le matin, il pense à l'entreprise, la nuit il y pense. Enfin bon, donc moi je l'ai vécu même comme directeur général. Hein, quand vous avez des questions de trésorerie, vous dites est-ce que je vais pouvoir payer l'équipe à la fin du mois? Bon, j'ai un ami expert comptable qui m'a dit mais t'es sûr de vouloir créer ta boîte? Alors je lui ai raconté ce que j'avais vécu comme directeur général. Il me dit oui, bon, tu peux y aller parce que finalement le stress tu l'as déjà vécu. Il y a peut-être des PME qui vont chercher des gens ultra spécialisés. Je pense que quand même aujourd'hui dans les PME, on va chercher des gens qui ont un niveau de connaissance, évidemment. Mais comme vous l'avez dit, des bac plus 5, il y en a... c'est comme le rayon des petits pois chez Carrefour, quoi. Vous êtes là, vous dites, bon, je prends lequel, quoi. Ce sont des petits pois,
Ah tiens, là il y a une AOC, ou une AOP, tiens, prendre ça, parce que bon, c'est comme les lentilles du puits, quoi, des lentilles, vous allez au rayon des lentilles, vous allez, bon, après vous dites tiens, je vais prendre des AOP, parce que c'est un critère de qualité, donc la différence peut se faire là-dessus. Le réseau d'anciens est très important, parce que vous avez fait l'IAE, donc si vous tombez sur des anciens de l'IAE, ben, eux ils ont vécu la formation, ils ont connu l'IAE, donc... c'est peut-être un peu le côté consanguin de toutes les formations, c'est-à-dire qu'on va recruter, où on dit tiens lui, bon ok, il fonctionne comme moi parce qu'il a fait la même formation. Après, il n'y a pas de recette, mais c'est vrai, alors il ne s'agit pas, vous voyez, moi j'ai mis quand même, moi je suis sorti de DEA en 95, le MAE je l'ai fait en 2008. Donc vous voyez, il y a quand même, j'ai pas fait le DEA de droit public en 95 et dans la foulée une autre formation. C'est-à-dire que bon, c'est après, en fonction des expériences. Il y avait, alors même si c'était, bon, il y avait aussi un petit côté VAE, parce que bon, j'étais sur des postes de direction, donc bon, j'avais aussi envie de compléter. Après, c'est sûr qu'il y a il y a pas mal de PME qui vont être intéressés par des gens qui sont ouverts, curieux, qui sont. Alors, il ne s'agit pas de dire voilà, je suis ingénieur. Enfin, ouais, je pense qu'à la limite, dans votre profil, ce qui est marrant, c'est voilà, vous êtes ingénieur, mais vous avez aussi une formation de philosophie. C'est étonnant, ça. Rien que pour ça, le recruteur, je pense qu'il dit mais qu'est-ce que vous êtes ingénieur, vous êtes philosophe, enfin bon, c'est. Donc je suis pas sûr. Mais c'est vrai que les PME aujourd'hui, elles ont besoin de gens en capacité de s'adapter. Une grosse entreprise, à la limite, vous pouvez être ultra spécialisé dans un grand groupe. Vous suivez, vous pouvez être sur un sujet particulier dans un grand groupe tant que la business unit existe, ça va, mais c'est vrai que les PME, c'est plutôt des gens, on va plutôt chercher des collaborateurs de bon niveau, mais quand même pas toujours ultra spécialisés. Vous voyez, par exemple, vous avez une formation d'informatique, un DSI, il faut quand même déjà un certain niveau, il faut que le parc informatique soit déjà un peu structuré pour que la PME se pose la question de l'internalisation de la fonction. Si vous avez 4 ordinateurs, vous allez trouver un prestataire qui va gérer votre parc informatique. Quand vous avez 50 ordinateurs, 4 serveurs, 10 sites internet, bon là, il faut peut-être quelqu'un en interne. Et ça devient, je dirais, encore plus d'actualité avec tout ce qu'on entend sur tout ce qui est cloud computing. Aujourd'hui, un directeur général pourrait très bien se dire, pour moi, l'informatique, c'est une ligne dans mon compte de charge, et ça fait tant par poste et par mois. Donc je pousse un peu à l'extrême. Et c'est quelque chose qu'on pourrait observer. Je voulais juste, pour plutôt vous encourager que vous décourager, en fait, en PME, bon, moi j'ai un petit peu le vécu grand groupe et PME, mais sur un recrutement, je ne recherche pas toujours le meilleur profil intrinsèquement dans l'absolu, en fait. Pour moi, quelqu'un qui est en mesure de travailler en équipe avec mon équipe, il m'intéresse vachement plus que le surdiplômé qui va, quelque part, entre guillemets, me mettre le bazar dans tout ça, parce qu'il va arriver. Et donc ça veut dire que ça donne une chance aussi à chacun. Parce que parfois, vous pouvez même être surpris en arrivant dans l'entreprise. Vous dites, bon, je me sens peut-être pas au mieux. Mais les critères, en fait, de la personne qui recrute, c'est peut-être aussi de dire, mais cette personne-là, en fait, je la sens mieux dans l'équipe et je la sens mieux sur le poste. Parce que c'est pas... Ok, je peux en trouver avec 10 fois plus de bagages ou qui vont peut-être sur le papier en fait être beaucoup mieux. Donc ça, je pense qu'il faut aussi beaucoup le prendre en compte, en considération quand on cherche du travail. Juste pour rebondir là-dessus, comme quoi on revient toujours sur les mêmes ingrédients, ce qu'on avait dit au début des témoignages, comme quoi c'est l'humain qui est important. La Sécu avait fait une enquête sur les sources de stress des dirigeants d'entreprise. Alors, ça va être un peu cru, je vous le dis comme ça a été formulé par les entrepreneurs, mais la première source de stress des chefs d'entreprise, pour eux, c'était, je vous le dis comme ils l'ont dit, travailler avec des cons. Ils recrutent un bonhomme en lui confiant une mission, en espérant qu'il va s'intégrer avec une équipe, et qui va aider tout le monde à aller dans le bon sens. S'ils recrutent quelqu'un qui va leur faire des problèmes, qui va faire une crise de nerfs dès qu'il y a quelque chose qui ne lui va pas, qui va venir se chamailler toutes les 5 minutes parce que celui d'à côté, il a voulu poser le congé le même jour, même semaine que lui, et que lui, il ne peut pas, et que vraiment...
Comme vous dites, chef d'entreprise, il se lève le matin, il se couche le soir, il mange à midi, enfin tout le temps, il pense à sa boîte et puis il a envie de penser à autre chose qu'à ce genre de soucis, quoi. Juste un peu récapituler ce que disait David sur l'entrepreneuriat. C'est bien d'avoir dans l'esprit entrepreneur, mais par contre, déjà dans l'entreprise, il faut que vous vous positionnez de l'entreprise à l'entrepreneuriat. Donc, si jamais, donc c'est un point de sortie pour pouvoir garder tout en valorisant notre capacité et notre savoir-faire, il faut la lisser comme ça. Dès le départ, si on veut, sans avoir une expérience pour pouvoir fonder quelque chose, le bateau peut écrouler, comme tant d'autres. Lorsqu'on est dans une entreprise, on est en train d'acquérir et savoir montrer notre motivation et pouvoir en proposition, là où on acquiert plus pour pouvoir aller plus loin. Et qu'on ait cette expérience et cette idée tout au long du chemin dans l'entreprise, qui nous permettra de rebondir quoi que l'en soit la situation. Là où, parce que très souvent quand on dit être en mesure de proposition, être en force de proposition dans l'entreprise, très souvent c'est mal reçu, c'est clair et certain, parce qu'ils sont habitués à vieilles habitudes, donc ils ne veulent pas non plus inventer des choses, parce que parfois ils ont peur d'avoir de bazar partout. Donc très souvent on est dehors de cette proposition. Mais tout doucement, c'est pour ça que si on veut être en mesure de proposition dans une entreprise, déjà il faut découvrir qu'est-ce qu'ils sont comme outils, qu'est-ce qu'ils sont besoin et qu'est-ce qu'il va leur apporter, mes propositions. Là où on est gagnant. Si on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont comme outils et qu'on est en train de faire la proposition en pensant qu'on va aller plus vite, ça ne marchera pas. Il faut leur dire, vous savez ça génère de boulot de 30 personnes par mois, mais alors que je propose là, ça prend que 15 minutes. Ou 15 personnes, j'exagère un peu. Ça veut dire qu'un manager, si on ne parle pas de l'efficacité, ça ne marchera jamais. Un commerçant, si on ne parle pas de l'argent, ça ne marchera jamais non plus. Là où on va convaincre. Un avocat, il faut dire la vérité, sinon ça ne marche pas. C'est son boulot de mentir pour gagner la bonne cause. C'est pas notre. Donc il faut savoir s'ajuster au public dans le sens que, bon, très bien, j'ai cet esprit, mais comment je vais l'intégrer? Comment le clivage? Où est-ce que je vais rentrer? Voilà. Cette notion était évoquée hier par l'un de nos témoins, Simon Néouz, qui, au-delà de l'entrepreneuriat, évoquait ce concept d'intrapreneuriat et sur notamment cette nécessité de faire sa place et de se construire sa propre fonction au sein de l'entreprise. Mademoiselle, vous aviez une question? Oui, alors moi j'aurais aimé savoir justement comment gérer son profil double compétence dans ses recherches d'emploi. Et en tant que recruteur, justement, qu'est-ce qui fait la différence dans ce genre de profil par rapport à un autre? Qui va répondre? Bon, c'est une des grandes expériences que j'ai eues. J'ai passé 55 entretiens dans 1 mois et demi de temps, donc l'année dernière, avant de décrocher un boulot. Et donc c'est très important dans le sens que déjà, même en ayant une double compétence, ce qui cherche un recruteur dans son double compétence, qu'est-ce qu'ajoute notre deuxième compétence au profil qu'il cherche, le poste? Et que si on dit, ok, je suis ingénieur, j'ai complété mon profil, mon parcours avec une école de commerce, ou je peux mieux contribuer à l'entreprise dans le sens que j'ai mieux comprendre enjeux à la fois technique et commercial. Là où c'est gagnant. Donc il faut savoir se valoriser devant un recruteur, tout en ayant simple. Il faut savoir convaincre le recruteur dans un certain sens et de dire que, vous savez, ce qu'il cherche en recruteur, c'est le savoir-faire, la compétence avant tout. Donc là où on est gagnant. Juste pour compléter, en fait, je prends ma logique d'acheteur, j'ai un besoin, j'ai un cahier des charges, et je cherche quelque chose qui satisfasse mon besoin. Vous êtes en posture de la personne qui va proposer une solution au problème que le recruteur rencontre pour satisfaire son besoin.
il est rare qu'on se dise, bon, je vais recruter une personne double compétence. Non, on va se dire, j'ai besoin d'un mec qui va me faire ça, qui va me faire ça, qui va me faire ça. Vous n'êtes pas forcément obligé de tout dire, vous n'avez pas besoin d'être exhaustif, vous en êtes fier de votre produit, vous en êtes fier de votre double compétence, vous l'avez construit, vous l'avez bichonné, vous l'avez mûri, et pourtant, vous êtes pas, il ne faut surtout pas absolument vouloir le lui vendre. Ce qui est important, c'est de chercher dans ce que vous avez ce qui satisfait son besoin à lui. Une fois que vous êtes en interne, effectivement, comme ça a été dit, une fois que vous êtes rentré par la petite porte, vous allez pouvoir construire votre poste. Parce que vous allez pouvoir montrer en interne, preuve à l'appui, que ce que vous avez apporte un plus. Et vous allez être in situ pour voir les opportunités. Mais d'abord, il y a quelqu'un qui a un besoin, qui émet un cahier des charges, c'est l'offre d'emploi. Et vous allez chercher dans votre boîte à outils ce que vous avez à lui proposer pour satisfaire son besoin. C'est surtout ça qu'il faut voir. Oui, puis pour compléter, je crois que dans la double compétence, il y a une majeure, hein, c'est pas 50-50, il y a quand même, il y a à mon avis peut-être une des formations qui va être, que vous allez plutôt mettre en avant, hein, ce que vous disiez, c'est quelle est la majeure dans la double compétence. L'intérêt de la double compétence, notamment par rapport au MAE, c'est que ça permet à des managers de vous projeter vous-même comme manager en disant bon, c'est quelqu'un qui a une compétence technique, par exemple, ingénieur, ou moi j'avais fait du droit. Par contre, le fait d'avoir fait une formation en administration d'entreprise, c'est que quelque part, vous avez ouvert le spectre, et donc vous savez ce qu'est un prévisionnel, vous savez un peu regarder des comptes, vous avez... c'est ce qui est intéressant dans la double compétence. Et le côté après, peut-être postuler sur des postes de management après à terme, peut-être plus facilement, parce que vous avez cette partie-là. Mais il y a clairement oui, je suis d'accord avec vous, c'est dans le produit, qu'est-ce que vous mettez en avant, hein, c'est quand vous achetez une voiture, on ouvre rarement le capot le vendeur, le capot il l'ouvre à la fin, quoi, hein. D'abord, soit vous rentrez chez le concessionnaire parce que il y a la marque et l'image de marque, hein, vous dites voilà le prix, hein, et puis quand vous êtes tout seul, vous pouvez chercher une petite voiture. Quand vous avez 3 enfants, il faut déjà vous dites bon, il faut un gros coffre, il faut des sièges. Enfin bon, mais voilà, quelle est votre compétence, dans la double compétence ou dans le double diplôme, qu'est-ce que vous allez d'abord mettre en avant, hein, et de dire mais voyez bon, moi je suis où j'ai fait les études de droit, mais par contre voilà, j'ai complété ça par une formation en management et administration des entreprises, donc le droit m'apporte ces compétences-là, ça c'est et puis j'ai travaillé plutôt ayant fait du droit public, plutôt dans la sphère publique parapublique, donc j'ai bonne connaissance de la sphère publique parapublique, et par contre voilà, j'ai aussi des compétences en management mais c'est dans votre projet, moi je vous redis, hein, moi j'ai mis quand même quelques années avant de revenir à l'IAE pour compléter ma formation. Même si je savais, comme je vous l'ai dit, qu'à la fac de droit, je n'avais pas prêt à compter. Hein. Bon, mais à un moment donné, parce que sur les postes sur lesquels je voulais postuler aussi, je savais que mon DEA de droit public ne me suffirait pas. Notamment sur des postes de direction, et notamment des postes de direction générale, je savais que il me fallait inévitablement le volet gestion, compta, contrôle de gestion, stratégie d'entreprise, etc. Voilà. C'était indispensable. Voilà. Malgré mon expérience professionnelle, malgré ma formation initiale. Bien, nous arrivons au terme de ces échanges. Je tiens à remercier tout particulièrement nos témoins. Si vous souhaitez en 1 ou 2 mots-clés conclure ces débats, un conseil que vous pourriez donner en une idée phare. Fatma ? En fait, il faut être motivé, il faut, à mon avis, savoir ce qu'on veut, parce que moi, quand j'ai choisi le volet recherche, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, quand je dis je fais un doctorat, ils me disent mais pourquoi faire ? Et après, le débouché, c'est un peu des questions qui sont un peu bizarres, mais après, mais le choix, c'était que ça vient aussi du monde d'entreprise, parce que
Quand je faisais mon M2 en professionnel, quand je suis arrivée à l'entreprise, le jour de l'entretien, ils m'ont dit, bon, on veut faire ça, mais cette technologie-là, on ne sait pas c'est quoi. Il n'y a personne à l'entreprise qui la maîtrise, et c'est dans le monde de la recherche. Donc je dis, bon, à un certain moment que les entreprises, ils font appel à ces gens-là, donc pourquoi pas. Mais bon. Donc la notion de choix. C'est savoir ce que l'on veut et choisir. Choisir. Très bien, merci. Mathieu ? Oui, alors clairement, pour ceux qui arrivent en fin d'études et qui vont bientôt arriver sur le monde du travail, pensez tout d'abord à faire un état des lieux, une analyse de ce que vous êtes, d'accord ? Donc à creuser la petite bête, à pouvoir identifier ce qui fera la différence par rapport aux autres candidats, afin de pouvoir prouver lors d'un entretien la valeur ajoutée que vous pourrez proposer par rapport à d'autres personnes. Donc voilà, c'est surtout, je pense, ça qui est à privilégier. C'est vrai. Merci. Philippe, un mot-clé ? Juste 3 mots, en fait, l'envie, le sens, donc dans ce que vous recherchez dans votre parcours, et le risque, mais mesuré, comme on disait. Et en fait, il y a aussi un aspect, aujourd'hui on parle beaucoup des plans sociaux, parce que donc c'est très négatif en fait, ce qu'on entend. Mais on ne parle pas autant des niches qui marchent en fait. Donc ça veut dire qu'on a une vision même un peu déformée finalement du marché et de l'économie. Il y a des secteurs qui recherchent à embaucher et qui n'y arrivent pas. Donc il faut bien garder ça en tête. Alors moi juste en mot, faites-vous plaisir. Je crois que voilà, c'est la vie professionnelle, c'est un élément important de votre vie au global. Faites-vous plaisir dans votre vie professionnelle. Voilà. Ouais. Je crois que c'est le plus important. On l'a dit, si vous éclatez dans votre job, même s'il n'est pas toujours très bien payé, voilà, si vous faites plaisir, si vous savez pourquoi vous allez vous lever le matin, voilà, je crois que c'est le plus important. C'est vrai. Flora ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, les collègues. C'est vraiment la motivation, l'implication et peut-être la valeur humaine. Être vraiment bien dans l'entreprise, c'est très important. Merci. Christopher ? N'allez pas chercher un job pour gagner d'argent, parce que vous avez envie de le faire. Parce que vous pouvez toujours vous pouvez toujours gagner de l'argent, mais vous ne pouvez pas trouver un job, ce qui vous plaît. Donc ce qui est plus important, peut-être moins payé, vous prenez ça. Et aussi, une autre chose à compléter, lorsque vous allez pour un entretien, mettez-vous dans votre tête que vous allez rencontrer quelqu'un juste pour la conversation. N'allez pas pour décrocher un job. Comme ça, vous êtes déstressé. Il n'y a pas de stress, rien. Comme si rien n'était. Vous allez cool, baba cool si vous voulez. Là où ça marche. Mais lorsqu'on est dans la tête, ouais, à tout prix, je dois décrocher, etc. Ça ne marchera pas. Ça ne sert à rien de précipiter ou stresser. Tout simplement aller, tout en étant déterminé. C'est là, il ne faut pas manquer de détermination. C'est plus important. Merci. Sébastien, pour conclure ? 3 mots et une phrase. Projet, envie, réseau. Et la phrase, ne perdez pas de temps avec les critères de réussite des autres. Cherchez vos critères de réussite à vous pour savoir si vous avez réussi votre vie professionnelle quand vous partirez à la retraite. Merci. Merci infiniment à tous pour ces beaux témoignages. Merci beaucoup.